Bonjour à tous, bienvenue sur Zone Fanatique, le podcast 100% fan et 100% nati. Nouveau projet aujourd'hui de podcast autour de notre équipe nationale qui s'est prête à disputer la Coupe du Monde cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et puis, avant toute chose, avant de parler de sommaire de l'épisode, eh bien, nous allons faire une petite présentation de l'équipe. Alors, on va commencer à ma gauche avec Colin. Salut Colin. Salut Mirko, salut à tous, heureux d'être là. On est là pour parler de la Nati et puis de ses fans, donc on espère que vous allez apprécier et puis écouter ce podcast en zone. Ensuite, à ma gauche, il y a Alex. Salut Mirko, bonjour tout le monde. Très content d'être ici aujourd'hui. Et puis ensuite, à ma droite, il y a Alicia. Bonjour tout le monde, Alicia, bonjour Mirko. Très contente d'être là aussi, c'est un honneur et puis je me réjouis. Et enfin, la dernière personne qui a le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, c'est Arnaud. Salut Salut Arnaud. Enchanté, ça me fait plaisir d'être là, grand fan de la Nati, donc hâte de parler de la Coupe du Monde et tout ce qui arrive. La Suisse. Voilà, alors au sommaire de ce premier épisode, on l'a divisé en fait en 4 rubriques. La première rubrique, c'est la zone rouge, on l'a baptisée comme ça. C'est une rubrique consacrée à 100% à notre équipe nationale suisse. Ensuite, la deuxième rubrique, on l'a appelée la zone mondiale. On s'intéressera là à tous les autres groupes de la Coupe du Monde. La troisième rubrique, on l'a appelée zone libre. C'était la parole à vous les fans. Vous nous avez posé des questions sur nos réseaux et on y répondra avec grand plaisir. Et puis, la dernière rubrique qu'on a appelée la zone de vérité, ça sera le pronostic de l'équipe de Zone Fanatique. Voilà, je pense que sans trop tarder, on peut directement passer à la première rubrique. Voilà, la première rubrique, c'est donc la zone rouge. C'est la rubrique consacrée à 100% à la Nati, à notre équipe nationale. Alors, avant toute chose, on va évidemment parler de la sélection de Murat Yakin, des choix opérés par Murat Yakin pour cette Coupe du Monde aux États-Unis. Donc, Murat Yakin a annoncé l'équipe, c'était le mercredi 20 mai, mais il l'a annoncé d'une manière un petit peu fantaisiste, on va dire, puisque avec la collaboration de l'ASF, il y a eu un petit jeu sur les réseaux, Colin, qui a été fait pour cette rubrique. Oui, exactement Mirko, un petit jeu assez spécial de nous faire des devinettes avec des images où il y a des noms des joueurs cachés dessus. Une méthode plutôt particulière d'annoncer la sélection de l'équipe de Suisse, sachant qu'il l'avait déjà annoncé 2 jours avant au Blick suisse-allemand. Donc c'est un peu étonnant et j'ai trouvé ça marrant, mais je trouve que ça manquait un peu de sérieux pour une Coupe du Monde. On a vu d'autres sélections qui notamment ont annoncé leur sélection avec des vidéos bien faites où ça joue avec les émotions et tout. Là, on nous montre des images et puis après on nous montre des gens qui nous parlent tous en suisse-allemand. Donc je ne suis pas très très fan de la méthode qu'ont utilisée l'ASF et Murat Yakin pour annoncer leur liste. Oui, Alex, c'est effectivement ce qu'on trouve un petit peu dommage dans l'histoire, c'est que finalement on avait la sélection 3 jours avant qui a été dévoilée dans le Blick, donc ça gâche quand même beaucoup la surprise. Exactement. Blick a gâché un peu l'effet de surprise qu'ils ont voulu essayer de faire avec ces publications et c'est quand même assez dommage. Mmh. Voilà, maintenant on va pouvoir parler de la sélection. Alors on a fait le choix de commenter un petit peu ligne par ligne. On va commencer par le poste de gardien de but, où là Murat Yakin a logiquement choisi de prendre 3 joueurs avec lui. Alors Arnaud, pas trop de débat sur 2 des choix, mais peut-être un peu plus sur le dernier choix opéré par Murat Yakin. Ouais, alors ça fait débat. Je suis d'accord que je comprends les fans valaisans du UFC Sion qui l'ont qui l'ont au travers de la gorge, parce que c'est vrai qu'Anthony Ratiopi fait une excellente saison au UFC Sion. Et ouais, alors c'est vrai que Marvin Keller, il est un peu plus jeune et il est là depuis plus longtemps. C'est les arguments principaux. Je pense que Yakin, pourquoi Yakin a pris Marvin Keller, mais c'est vrai que si on se base que sur le mérite, Ratiopi, il a été le meilleur gardien de la saison en Super League, donc c'est vrai qu'il aurait plus mérité que Marvin Keller là-dessus.
pour moi, c'est pas après. C'est vrai que le poste de troisième gardien, il va pas jouer, donc c'est pas quelque chose que je m'attendrais, mais je comprends les fans du FC Sion qui l'ont travers de la gorge, quoi. Ouais, Alicia, comme l'a dit Arnaud, le poste du troisième gardien, c'est un poste quand même particulier. Alors, c'est vrai que la sélection de Grégor Kobel et d'Yvon Mvogo n'appelait à aucun débat, mais le poste de troisième gardien, voilà, on ne choisit pas forcément le gardien par rapport à son niveau pur. Ouais, clairement, c'est un poste un peu, enfin vraiment de remplaçant, avec presque aucune chance de jouer, mais on avait vu, je crois, à l'Euro 2022, qu'il y avait quand même eu des changements de gardien, et puis je pense que il y a quand même quelque chose à jouer, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et puis c'est quand même bien. J'aurais aussi bien voulu voir Ratiopi une fois en équipe de Suisse, ça aurait été intéressant, et puis toujours essayer des choses, on ne sait jamais. Peut-être qu'il est vraiment bon, et puis voilà. Très clairement, moi, je suis d'avis en fait que d'appeler un gardien qui a fait une très grosse saison, mais qui sait déjà que potentiellement ses chances de jouer sont très très faibles, n'a pas de sens en fait. Soit Murat Yakin dit Anthony Ratiopi a fait vraiment une saison énorme, je le prends comme numéro un. Là, ça aurait vraiment été un rebrassage de cartes vraiment très 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 important. Mais Grégor Kobel est vraiment le numéro un indiscutable de cette sélection. Et du coup, c'est difficile quand même d'appeler Anthony Ratiopi voilà, pour être juste avec le groupe et dans le vestiaire. Marvin Keller est clairement aux yeux de Murat Yakin, tant qu'il sera le sélectionneur, le futur de l'équipe de Suisse. En tout cas, il semble prendre cette direction-là. Et puis, rien que pour ça, de venir, de participer au groupe, de faire partie du groupe, de vivre avec cette équipe, eh bien, ce sera positif pour Marvin Keller et ça va le construire ensuite pour la suite. Donc, je pense que le choix de Murat Yakin se défend tout à fait, même si on comprend la déception des supporters, pas que valaisans. Je pense que les jeunes voix aussi ont massivement plébiscité la sélection d'Anthony Ratiopi qui aurait été méritée, mais sans doute dans un autre rôle. Voilà, poste de défenseur. Donc là, pas trop de surprise, hein, Alex, puisque Murat Yakin a appelé Manuel Akanji, Aurel Amenda, Ereit Schemert, Nico Elvedi, Lucas Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez et Sylvain Widmer. Un choix assez logique, mais avec quand même quelques petits questionnements. Effectivement, le plus gros questionnement, c'est peut-être la non-convocation d'un latéral en plus qui aurait pu être Atekame, par exemple, et peut-être prendre un défenseur qui joue plus au centre en moins pour prendre un latéral en plus. Ouais, effectivement, vous avez été nombreux à nous poser des questions par rapport à certains choix de Murat Yakin. On abordera cette partie dans la partie zone libre. On ne va pas trop s'étaler maintenant sur le choix de la sélection. Et puis ensuite, maintenant, en termes de milieu de terrain et attaquant, puisque Murat Yakin a fait un choix qui incluait les deux postes. Donc, les sélectionnés sont Michel Ebicher, Zeki Amdouni, Brel Mbolo, Christian Fasnacht, Remo Freuler, Cédric Itten, Ardonia Chari, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka et Denis Zakaria. Alors là aussi, Colin, quelques petits commentaires quand même par rapport à cette sélection. Il y a des sélections qu'on a de la peine à comprendre et il y a une absence qui pour moi fait pas de sens, c'est celle d'Alvin Sanchez, qui pour moi aurait été un sacré atout dans cette Coupe du Monde, que ce soit en milieu offensif. Il a fait une saison assez bonne à Young Boys, il revient des croisés certes, mais j'ai de la peine à comprendre qu'on ne choisisse pas un Alvin Sanchez qui serait sûrement sur le banc, mais qui permettrait d'être un super sub. Et à la place, on va chercher un Cédric Itten qui, certes, est bon, a fait une bonne saison, mais qui se retrouve relégué en 3e division allemande avec le Fortuna Düsseldorf. Donc là-dessus, moi, j'ai de la peine à comprendre ce choix de Murat Yakin. Sinon, pour moi, le reste fait assez de sens. Ouais. Arnaud, comment tu l'as expliqué, toi, ce choix, effectivement? C'est surtout les sélections de Christian Fasnacht et de Cédric Itten qui ont fait un peu couler d'encre et parler des gens. Moi, ça m'a un peu étonné qu'il change ça parce que c'est vrai qu'il n'est pas sélectionné Fasnacht et Itten au dernier rassemblement.
ouais, il avait sélectionné à la place du coup Alvin Sanchez et Joel Montero. Surtout que Joel Montero avait montré de très belles choses, comme souvent avec l'équipe suisse. Alvin Sanchez un peu moins, mais c'est un choix qui m'a assez surpris. J'avais pas fait ce choix, même si c'est vrai que Fasnacht, c'est le meilleur buteur de Super League et Cédric Itten, même s'il est relégué avec son club en 3e division, il a quand même planté pas mal. Je crois la moitié des buts ou comme ça de son équipe. Je sais plus la stat, mais c'est lui qui les a mis. Après, ouais, j'aurais bien aimé voir Alvin Sanchez. C'est un joueur que, même s'il fait pas la meilleure saison de sa vie à IB, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qui, pour moi, il aurait pu plus faire la différence qu'un Christian Fasnacht, par exemple. Murat Yakin, Alicia, semble avoir fait appel à des hommes de confiance et à des hommes d'expérience. Je crois que c'est un peu ce qu'on peut retenir de cette sélection de Murat Yakin. Homme de confiance et expérience. Oui, bah, on va pas se mentir que malgré tout, Christian Fasnacht et puis Cédric Itten, c'est des joueurs qui ont quand même l'habitude de se faire sélectionner avec l'équipe de Suisse. Donc peut-être qu'il y avait aussi une question de vouloir créer un groupe soudé avec des joueurs qui ont l'habitude d'être là. Et c'est peut-être ça l'importance de Murat Yakin. Et puis sinon, pas d'autres surprises dans la sélection à ce niveau-là. Ouais. Pour moi, la non-sélection d'Alvin Sanchez, elle est dure à avaler pour le joueur. Parce que, ben voilà, comme tu l'as dit avant, Arnaud, il revient après une blessure. Non, c'est toi, Colin, pardon. Après une blessure. Et puis, il a retrouvé un bon niveau avec Young Boys. Mais ne l'oublions pas, cette blessure, elle l'a privé d'une grande partie des qualifications avec cette équipe. Et puis, Alvin Sanchez, en fait, le niveau international, il ne l'a pas encore vraiment découvert. En fait, quand il montait en puissance, eh bien, c'est d'ailleurs avec la Nati qui s'est gravement blessé. Et puis, enfin voilà, Murat Yakin, pour lui, un grand tournoi comme la Coupe du Monde, c'est pas le moment de faire des essais, de lancer les joueurs. Alors, on n'a aucun doute sur le fait qu'Alvin Sanchez aura sa chance et qu'il faudra compter avec lui dans le futur pour la Nati. Mais pour lui, cette Coupe du Monde est peut-être venue, allez, 3-4 mois un peu trop tôt. Si on avait eu le scénario comme il y a 4 ans en arrière avec une Coupe du Monde au mois de décembre au Qatar, peut-être qu'Alvin Sanchez aurait eu plus de chances de faire partie de cette sélection. Mais en même temps, d'un côté, il y a ça, et puis de l'autre côté, Alex, Murat Yakin décide de prendre Zeki Hamdouni. Pour moi, le choix de Zeki Hamdouni, il est tout à fait logique. Parce que Zeki Hamdouni, c'est quand même un joueur qui, en équipe de Suisse, a fait ses preuves. Malgré le choix qui revient de blessure, c'est pour moi, sur le poste d'attaquant de pointe comme il l'occupe, c'est vraiment important de l'avoir pris parce qu'avec lui, on a un Mbolo qui n'est pas forcément très performant à Rennes. Donc peut-être la combinaison entre les deux pourrait quand même bien marcher. Voilà, très bien. Alors, après avoir discuté de la sélection, on va parler un petit peu du futur, des certitudes pour la Suisse, c'est-à-dire la Suisse est assurée, quoi qu'il arrive, de jouer 3 matchs, on l'espère un petit peu plus sur cette Coupe du Monde, mais avant de penser à éventuellement la suite de la compétition, il faut parler de cette phase de poule et de nos trois adversaires pour cette phase de poule. Colin, l'équipe de Suisse va affronter dans l'ordre le Qatar, la Bosnie, puis terminera son dernier match de poule contre l'équipe du Canada qui jouera à domicile. Parle-nous un petit peu de ces adversaires, Colin. C'est un groupe avec un niveau assez homogène nord de la Suisse, je dirais, où on a de la peine à identifier quand même le niveau que peuvent atteindre ces adversaires. On sait que le Qatar, c'est une sélection qui s'est préparée vis-à-vis de sa Coupe du Monde qu'ils ont disputée il y a 4 ans. Donc ils ont nationalisé des joueurs et peut-être que le niveau peut être bon. J'ai quand même lu 2 ou 3 analyses comme quoi des gens les voyaient finir 2e, voire 3e. Moi, je les mettrais plutôt 3e du groupe, avec un Canada à domicile qui va profiter justement de cet élan et de son public pour aller chercher une 2e place. Je pense que la Suisse n'aura pas trop de mal à se défaire du Canada non plus.
Et pour finir, la Bosnie, c'est les derniers qui se sont qualifiés. Ils ont dû passer par cette phase de barrage où ils ont joué contre l'Italie. C'est un adversaire, je dirais, plutôt simple, mais il faudra se méfier quand même d'un coup de tête de Dzeko à la 89e, quoi. Mhm. Arnaud, cette équipe de Suisse, elle arrive à maturité, hein. Il y a un bon mix entre l'expérience et puis de la jeunesse. Alors, sans faire preuve de vantardise ou d'extrême optimisme, mais on s'attend quand même à ce que la sélection de Murat Yakin termine première de ce groupe. Ah bah, c'est clair, hein, quand tu as des équipes comme ça, sans leur manquer de respect, je crois que c'est la première fois où vraiment la Suisse, elle part vraiment hyper favorite d'un groupe. Pour moi, c'est obligatoire, c'est presque obligatoire de finir premier dans un groupe comme ça, si on veut vraiment aller loin et montrer que voilà, on a progressé ces dernières années. Faudra quand même jouer tous les matchs, se méfier de toutes les équipes. Il peut y avoir des pièges. Toutes les Coupes du Monde, il y a des surprises, il y a à chaque fois des surprises. J'espère pas que ce sera nous. Mais moi, je suis confiant et il va falloir jouer ces matchs. Il va falloir jouer. Alicia, cette impression, elle est aussi confirmée par le fait que, contrairement à la campagne pour l'Euro en Allemagne, la Suisse a réalisé une campagne de qualification presque parfaite. Oui, c'est clair. C'était magnifique cette campagne. Tous les matchs, presque tous les matchs gagnés. Et puis juste en Slovénie, Slovénie, où on s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Mais bon, voilà. C'était une campagne de qualification, je pense, la plus belle qu'on a faite dont je me souviens. Donc là, on peut partir relativement confiant pour cette Coupe du Monde. Alors, un petit tour de table rapide. Pour moi, le classement de ce groupe, la Suisse va dominer ce groupe devant le Canada. La Bosnie terminera troisième et le Qatar terminera dernier. Arnaud? Moi, je vois bien alors la Suisse première et je vois bien la Bosnie finir deuxième, très serré au coude à coude avec le Canada, et le Qatar qui peut surprendre, mais je les vois quand même à la 4e place. Alicia? Oui, pareil, j'aurais vu la Suisse première. La Bosnie deuxième, je pense qu'avec tout l'engouement qu'a apporté cette qualification, je pense que ça leur a donné un certain élan pour aller chercher la suite de cette Coupe du Monde. Ensuite, je voyais aussi bien le Canada qui joue à domicile et puis le Qatar. Pour toi, Alex, pronostic de ce groupe? Alors pour moi, la Suisse va finir première. Les deuxièmes, pour moi, ce sera la Bosnie parce qu'ils ont une excellente génération avec des jeunes joueurs et ils sont accompagnés avec un grand buteur qui est Edin Dzeko. Puis comme Alicia a dit, le fait d'avoir gagné les barrages contre l'Italie, ça va peut-être les porter un peu. Pour moi, le Canada va finir troisième parce que leurs bons joueurs sont quand même moyennement bons cette saison en club. Et le Qatar va finir dernier. Colin, tu l'as déjà dit brièvement, mais rappelle-nous ton... Moi, je vais dire la Suisse première, le Canada deuxième, et je vais changer, je vais mettre le Qatar troisième et la Bosnie dernière, parce que malgré l'engouement de la Bosnie et tout, ils ont quand même dû se batailler pour aller chercher cette qualification, et je ne sais pas si ça va jouer jusqu'au mondial. Donc pour moi, c'est l'équipe que je mettrai dernière. Ok, maintenant, donc on voulait choisir un petit peu aussi des joueurs qui, selon nous, vont être décisifs pour notre équipe nationale lors de cette Coupe du Monde. On a choisi de parler chacun de 5 joueurs. Donc, on va commencer par toi, Arnaud. Quels 5 joueurs vois-tu être dominants et décisifs pour notre sélection? Moi, je me suis mouillé un peu. Je vais dire Gregor Kobel en premier, même si... il n'a pas été exceptionnel avec la Nati depuis qu'il est gardien numéro 1. Je pense que là, ça va être le tournoi qui va le révéler vraiment et qui va pas le révéler vu qu'on le connaît très bien. À Dortmund, il a déjà fait ses preuves, mais je pense qu'il va s'imposer vraiment ce tournoi. Et pour faire un grand tournoi, il faut un bon gardien. Et je sens que Gregor Kobel va faire un excellent tournoi comme... Manuel Akanji et Granit Xhaka, c'est des piliers de l'équipe. Je pense qu'ils vont nous faire comme à l'Euro un tournoi exceptionnel. En tout cas, on aura besoin d'eux. Après, je mettrais, j'ai envie de dire Noah Okafor, quoi. Je suis obligé presque.
Et il fait une excellente fin de saison à Leeds. J'espère qu'il aura la confiance de Mourad ce tournoi. Et en 5e, je mettrais, j'hésite, entre Dan Ndoye et Yohan Manzambi. J'aimerais dire Manzambi. Après, il faudra voir comment Mourad compte l'utiliser, s'il compte plus l'utiliser qu'aux qualifications, j'espère, parce qu'il mérite, hein, il fait juste une saison formidable à Freiburg. Et voir quel rôle il jouera, c'est ça la question, je pense. C'est mieux ça que jouera. Oui, on aura l'occasion de parler de Yohan Manzambi parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions vis-à-vis de lui. Donc voilà, on y répondra avec plaisir. Alicia, pour toi, quels joueurs vont être décisifs? Du coup, je dirais aussi Gregor Kobel. Je trouve qu'il a vraiment une place à montrer qu'il mérite cette place. Et puis, je pense que là, c'est le bon moment pour vraiment se montrer décisif. Ensuite, comme deuxième joueur, j'aurais bien vu Aurel Amenda. J'espère que Murat Yakin pourra lui donner plus d'opportunités parce que je trouve qu'on n'a pas encore assez vu. Et c'est un joueur que j'aimerais bien voir. Je pense que ça peut être très intéressant. Ensuite, je dirais aussi Noah Okafor. Avec Vargas et Ndoye qui sont peut-être un petit peu moins bons. Il a vraiment une place à aller chercher et puis montrer. Il n'a pas eu la confiance de Murat Yakin durant l'Euro 2024 et là, montrer qu'il mérite cette confiance. Et puis aussi Yohan Manzambi qui a fait une campagne de qualification tout simplement exceptionnelle et puis je pense qu'il va aller très loin. Alex, pour toi? Moi, dans ma liste, la plupart des joueurs ont déjà plus ou moins été cités. Xhaka, pour moi, de toute façon, c'est sûr et certain. En plus, au vu de la saison qu'il a fait avec Sunderland en tant que leader, c'est sûr et certain qu'il va nous apporter quelque chose. Manzambi, pour les raisons qu'ils ont citées. Kobel aussi, c'est sa première grande compétition avec la Suisse en tant que titulaire. Manuel Akanji. Et pour moi, Brel Mbolo, il a aussi sa carte à jouer parce que dans les tournois, il a toujours répondu présent pour la Suisse. On va passer par toi, Colin, avant de finir par moi. Moi, ça va pas trop sortir de l'ordinaire. Je vais aussi dire Kobel, c'est le nouveau rempart de l'équipe de Suisse. On a vu qu'il a eu des bonnes saisons au niveau avec Dortmund, donc je me dis que pour sa première Coupe du Monde en tant que titulaire, il devra faire le travail et il va le faire. Un Granit Xhaka toujours aussi étincelant avec cette année à Sunderland, où il a encore prouvé qu'il a du coffre et qu'il peut assurer ce milieu de terrain. Je dirais un Akanji en défense. On a besoin d'un patron de la défense. Akanji, il a été sur toutes les différentes compétitions qu'on a jouées avec lui. Peut-être s'améliorer au niveau des pénaltys pour Akanji. J'espère qu'ils ont entraîné ça cette année. Ensuite, je dirais quand même un Mbolo, parce que je trouve que Mbolo, à chaque fois qu'il joue, il est quand même cet attaquant pivot et qui marche bien avec la Suisse. Je trouve que depuis un an, il marche vraiment bien à chaque rassemblement. Donc, moi, je dirais Mbolo. J'en ai dit 4, 5. Je crois que j'en ai dit. Ça devrait. Le reste, ça correspond à ce qu'on dit. Manzambi en dernier. Donc voilà. Très bien, moi je ne vais pas faire dans l'originalité non plus. Je ne vais pas forcément les citer dans l'ordre en soi, mais effectivement, Granit Xhaka va être le leader qu'il a toujours été avec l'équipe de Suisse. Je trouve qu'au niveau leadership, cette année, il a encore franchi un palier avec un Sunderland à son arrivée, en portant directement le brassard. Il a créé vraiment un esprit d'équipe avec une équipe qui allait chercher une place en Europa League, je crois, Oui. finalement. Ce qui est assez exceptionnel pour un néo-promu, quand même. Et puis voilà, c'est un gars qui sait rassembler les troupes, qui sait motiver. Granit Xhaka, je crois qu'on peut, sans trop s'avancer, on peut dire que c'est un futur entraîneur en puissance. C'est potentiellement un futur sélectionneur de l'équipe nationale aussi en puissance. On sent qu'il a ça vraiment en lui. J'ai choisi aussi Manuel Akanji, et tu l'as très bien dit, vous l'avez tous très bien dit. Manuel Akanji, il a rarement déçu avec l'équipe de Suisse, sauf quand il tire des pénaltys. Mais sinon, au niveau de pourquoi il est là, ses tâches défensives, son rôle vraiment de leader défensif de cette équipe, voilà, il a toujours assumé. Et puis, voilà, il a aussi toujours fait des bons choix de carrière. Il est parti à Dortmund, ensuite il est parti du côté de Manchester City où il a absolument tout gagné, ce qu'il pouvait gagner.
Et puis ensuite, quand il avait un peu moins de temps de jeu, il a signé à l'Inter, où voilà, il s'est aussi gentiment imposé dans la défense de l'équipe milanaise. Donc voilà. J'ai choisi Yohan Manzambi. Et comment ne pas choisir Yohan Manzambi? Lui, c'est un futur joueur dominant de l'équipe nationale, mais je pense que c'est un futur crack mondial, hein, si sa carrière se déroule bien, sans accroc, sans mauvais choix, sans blessure, pour compromettre tout ça. Donc là, il est à un stade où il doit encore gagner du temps de jeu, mais j'espère comme vous que Murat Yakin saura lui en donner et saura l'utiliser à bon escient. J'ai choisi Dan Ndoye parce que même s'il est en difficulté cette saison à Nottingham avec assez peu de temps de jeu, eh bien Dan Ndoye, il n'a jamais déçu lors des rassemblements. Il avait fait un championnat d'Europe énorme avec l'équipe de Suisse et il a répondu présent dans les qualifications. Et puis il amène vraiment ce grain de folie, cette rapidité dans le jeu qui manquait parfois à l'équipe de Suisse ces dernières années dans un jeu des fois un peu stéréotypé. Il amène cette imprévisibilité voilà, qui le rend extrêmement dangereux. Et puis, comme dernier joueur, j'ai choisi Noah Okafor. Alors, j'ai pas toujours été le plus grand fan de Noah Okafor, c'est le moins que l'on puisse dire. Je lui ai beaucoup reproché son attitude, un peu comme Murat Yakin, qui fait qu'il ne l'a pas sélectionné. Mais Noah Okafor est vraiment sur le chemin de la rédemption. Et puis surtout, sportivement, il a répondu présent. Son transfert du côté de Leeds a été vraiment un choix hyper pertinent pour lui. Il a répondu présent sur le terrain, il marque beaucoup de buts. Et puis voilà, finalement, les discussions avec Murat Yakin ont été constructives. Il a présenté un peu des excuses au groupe. Et je pense qu'il va arriver avec le couteau entre les dents, dans le bon sens du terme. Et puis, Brelem Bolo, il répond présent, effectivement, dans les grands tournois, comme tu le disais, Alex, mais lui donner une concurrence de ce niveau-là, je pense que ça peut être que bénéfique. Deux attaquants de pointe qui vont se tirer la bourre pour être titulaires. C'est toujours un luxe pour un sélectionneur d'avoir deux joueurs de bon niveau pour un même poste. Et puis, c'est motivant pour les joueurs de donner le maximum à l'entraînement, en préparation pour être titulaire au moment du coup d'envoi des matchs. Voilà, c'est tout pour la zone rouge. Maintenant, on va pouvoir passer à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est la zone mondiale. Ben oui, comme vous le savez, il y aura 11 autres groupes pendant cette Coupe du Monde qui vont se disputer les places qualificatives. 48 équipes pour 32 équipes qui vont pouvoir se qualifier pour la phase à élimination directe. On aura des 16e de finale pour la première fois dans une Coupe du Monde de football. Alors, on n'a pas fait très original. On va vous parler des groupes dans l'ordre dans lesquels ils ont été désignés, tirés au sort. À commencer par le groupe A. Un groupe A, Arnaud, assez homogène. Un groupe qui réunira le Mexique, un des pays organisateurs, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la République tchèque. Arnaud, c'est un groupe hyper ouvert, peut-être le plus ouvert de la compétition. On commence comme ça. Ouais, le plus ouvert, ça sera un groupe assez serré. Les équipes n'ont pas l'habitude de jouer contre, vu que ça vient d'un continent différent, je crois. Je sais plus si oui. Et donc, un groupe intéressant, même si les équipes, c'est sûr, ça ne fait pas rêver sur le papier. Le groupe ne fait pas rêver sur le papier, mais ça sera des matchs équilibrés et intéressants. Ton petit pronostic rapidement, Arnaud, pour ce groupe? Alors, République tchèque, je pense que la République tchèque va finir première. Au coude à coude avec le Mexique, je pense que ça va être serré. Il y avait l'Afrique du Sud Et puis la Corée du Sud. Corée du Sud. Ouais, je mettrais quand même une pièce sur la Corée du Sud. Et en quatrième, je mettrais l'Afrique du Sud. Ouais. Alicia, petit pronostic rapide pour toi? J'aurais bien vu le Mexique devant. Ensuite, la Corée du Sud, la République tchèque et puis l'Afrique du Sud. Ok. Alors moi, je verrais bien la Corée du Sud terminer en tête de ce groupe, suivi du Mexique. La République tchèque terminera troisième et l'Afrique du Sud, malheureusement pour elle, dernière. Alex? Pour moi, la Corée du Sud va finir première, le Mexique deuxième, l'Afrique du Sud troisième et la République tchèque quatrième.
La même chose qu'Alex, je mettrais bien la République tchèque quatrième. Une Afrique du Sud en troisième place. C'est une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup du côté européen, mais c'est des joueurs qui jouent ensemble en club en Afrique du Sud et qui ont déjà joué la finale de la Ligue des champions africaine. Donc pour moi, c'est des joueurs qui se connaissent beaucoup, qui savent jouer entre eux. Donc ça va jouer dans la balance dans un groupe où ils vont jouer le Mexique qui ne se connaissent pas beaucoup et une Corée du Sud qui, elle, se connaît bien et qui va finir première. Très bien. Pour le groupe C, du coup, on passe directement au groupe C, puisque le groupe B est le groupe de la Suisse, on en a déjà parlé. Je vais me tourner vers toi, Alicia, puisqu'il y a, on va dire, ton deuxième pays qui y joue, le Brésil qui sera en bonne compagnie avec le Maroc, l'Écosse et Haïti. Alicia. Ouais, bah voilà, j'attends pas un grand mondial du Brésil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette 6e étoile, mais déjà parler des choix du sélectionneur de prendre Neymar, qui est absent depuis très longtemps avec la sélection. Voilà, c'est un choix, il est blessé. Je pense que c'est vraiment compliqué. Et puis d'avoir laissé de côté João Pedro et puis je dirais même aussi Richarlison, je trouve ça assez scandaleux, sachant que Richarlison porte quand même pas mal Tottenham cette saison, qui n'a pas fait une excellente saison Tottenham. Et puis João Pedro, pareil avec Chelsea. Mon pronostic, je dirais le Brésil quand même premier. En deuxième, le Maroc, qui a fait une Coupe du Monde 2022 tout simplement exceptionnelle. Et puis l'Écosse en troisième, et puis Haïti dernier. Ouais, Arnaud, pour toi, le pronostic, ce groupe? Alors pour moi, je vois le Maroc premier. Je pense pas qu'ils feront une autant belle Coupe du Monde qu'il y a 4 ans, mais je les vois finir premier de ce groupe. Deuxième, je mettrais quand même le Brésil, même si je sens que le Brésil, je pense que ça va être le flop de l'année, le Brésil, je les sens pas. Cette année, je sens vraiment pas le Brésil. Ça m'étonnerait même pas que l'Écosse puisse, même si je vois quand même le Brésil deuxième, on n'est pas à l'abri de voir l'Écosse deuxième, parce que l'Écosse, ça joue quand même pas si mauvais que ça. Mais bon, je vois quand même Brésil deuxième, Écosse troisième. Puis Haïti, je pense que ça va se prendre des gros scores, malheureusement pour eux, je pense. Je les vois. Ouais, je partage ton opinion, Arnaud. Moi, je vois effectivement le Maroc terminer premier de ce groupe. Grosse Coupe du Monde, grosse CAN. Alors, on ne sait plus trop est-ce qu'ils l'ont gagné ou pas gagné, mais dans tous les cas, ils étaient, on va dire, minimum finalistes de la dernière CAN. Donc voilà, avec des grosses individualités, cette équipe du Maroc, ça joue bien au foot. Donc ils ont, à mon avis, ce qu'il faut pour remporter ce groupe. Le Brésil n'est pas au top, mais ils ont quand même, je pense, ce qu'il faut pour devancer l'Écosse, qui terminera pour moi troisième, et Haïti. Voilà, Haïti, je pense que leur objectif, ça serait surtout de marquer un but. Ouais, et de kiffer, quoi. Ouais, et de prendre du plaisir. Alex? Pour moi, je vois le Brésil finir premier. Et ensuite, pour moi, ça se joue entre le Maroc et l'Écosse, parce que le Maroc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont changé de sélectionneur récemment et qu'il a quand même chamboulé pas mal de choses dans l'effectif en sélectionnant pas mal de joueurs qui étaient présents à la Coupe du Monde ou bien à la CAN, en ne les sélectionnant pas. Donc pour moi, ils vont quand même finir deuxième, mais l'Écosse a sa carte à jouer et peut aussi finir deuxième. Pour moi, ils finiront troisième et Haïti finira quatrième. Moi, je vais dire la même chose qu'Alex. On a un Brésil, effectivement, qui est un peu remanié et puis qui a un nouveau coach. Je ne pense pas qu'ils vont faire une très grande Coupe du Monde, mais je pense qu'ils vont quand même finir premier, malgré des choix questionnels, comme tu l'as dit, Alicia. Je trouve qu'effectivement, choisir un Neymar blessé, ça ne joue pas, mais il y avait la pression du pays sur ses épaules et je crois qu'Ancelotti a dû céder malheureusement à cette pression populaire de sélectionner l'enfant prodige. Et il manque un João Pedro en attaque et il manque aussi au milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est vraiment vieillissant. Il manque un André Santos qui amènerait du niveau de jeu et puis qui ferait le jeu quoi, pour le Brésil. Donc pour moi, je les vois finir premier. Le Maroc et l'Écosse, comme l'a dit Alex, ça va être tendu. Effectivement, le Maroc vient de changer de sélectionneur. Je voulais dire la même chose. Et ça va être compliqué, sachant qu'en plus, le Maroc part avec une attaque très jeune où il manque de l'expérience. On l'a déjà dit, mais il manque un Sofiane Bouffal ou un Hakim Ziyech, mais bon, Hakim Ziyech ne joue plus, donc c'est compliqué.
Et je vois l'Écosse finir troisième ou deuxième. Ça va vraiment se jouer à rien entre l'Écosse et le Maroc. Donc, pour moi, je vois ce groupe-là et Haïti finir dernier. Puis eux, ils sont juste là pour profiter de la Coupe du Monde. Ils ont déjà adoré se qualifier. Donc, c'est très cool de voir Haïti à la Coupe du Monde. Voilà, place au groupe D, et on va en parler avec toi, Alex. Un groupe là aussi assez homogène, puisqu'il réunira les États-Unis, un des pays organisateurs, le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Alors pour moi, la Turquie va finir premier de ce groupe. C'est une nation qui a quand même beaucoup de joueurs qui sont performants, que ce soit dans leur championnat ou bien même à l'étranger. Pour moi, les USA vont finir deuxième, même que c'est à domicile. Mais pour moi, ils n'ont pas la qualité suffisante pour être devant la Turquie. L'Australie finira troisième et le Paraguay finira quatrième. Ouais, Colin? Moi, je dirais la même chose. C'est un groupe très compliqué à pronostiquer, mais j'aurais dit quand même la Turquie en première place devant les États-Unis. Une Turquie qui va pouvoir compter sur une très belle attaque de grande qualité avec un Kenan Yildiz et puis un Arda Güler qui vont assurer le jeu. Les États-Unis deuxième, étant donné qu'ils jouent localement, ça va quand même porter en leur faveur, je pense. Donc je les vois bien finir deuxième. Et ensuite, compliqué de pronostiquer entre le Paraguay et l'Australie. Je vais quand même mettre l'Australie troisième et puis le Paraguay dernier. Mhm. Arnaud? Moi, je mettrais aussi la Turquie premier. C'est comme une bonne nation avec des bons joueurs. Ils ont fait un bon euro, un très bon euro même. C'était pas loin de se qualifier en demi-finale, si je dis pas de bêtises. Donc je les vois premiers. Deuxième, je pense qu'on peut avoir n'importe quelle équipe deuxième. Je pense que ça va être très serré. Je pense quand même les USA chez eux vont finir deuxième, même si quand on avait joué un match amical contre eux, on leur avait mis 4-0, mais pas du tout impressionné, mais on ne sait jamais. Et en troisième, je dirais, allez, j'ai envie de dire Paraguay, quatrième Australie, mais je pense être très serré entre ces trois équipes. Alicia? Je dirais aussi la Turquie première, les États-Unis deuxième, équipe à domicile, ça porte en leur faveur. L'Australie quand même troisième et puis le Paraguay dernier. Alors pour ma part, je vois aussi la Turquie remporter ce groupe, hein. Le Paraguay, je les vois bien créer la surprise et puis terminer deuxième de ce groupe. Ils n'ont pas fait beaucoup de bruit dans les qualifications, mais ils sont quand même là. Et puis les USA, pour moi, termineront troisième. Alors est-ce qu'ils vont se qualifier pour la suite ou pas? J'en sais rien, mais il y a quand même une grosse pression sur eux dans un contexte aussi compliqué, on va dire, dans le pays. Et puis voilà, je pense que le niveau de foot, il n'est pas toujours aussi grand que ce que l'équipe américaine veut dire. Donc voilà, je ne les vois pas forcément terminer deuxième, mais plutôt troisième. Et puis l'Australie va terminer quatrième, mais par contre en défendant bien ses chances. Mais ils ne vont pas terminer avec 0 point. Et puis un goal average forcément très négatif, mais je les vois plutôt terminer quatrième. Pour le groupe F, on passe à toi, Colin. Un groupe qui va réunir, là il y a du lourd, hein, le Pays-Bas. On est au E. Non, le groupe E, oui, pardon, excusez-moi. Le groupe E, il y a des gens qui sont attentifs. Merci, Colin. Le groupe E qui va réunir l'équipe d'Allemagne, Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur, Colin. Alors, je trouve que c'est un des groupes les plus difficiles avec des belles équipes, à part Curaçao. J'enlève juste Curaçao, mais quand même, la Côte d'Ivoire, c'est quand même une équipe très forte aussi dans le jeu et puis au niveau physique. On a l'Équateur qui repose sur une défense de fer, un mur avec Pacho notamment. Comment il s'appelle? Ngapié. Ngapié, ouais, exactement. Donc l'Équateur et une Allemagne qui un peu manque de convaincre, mais qui va forcément assurer. Donc pour moi, je vois clairement l'Allemagne finir premier, avec notamment un Wirtz, virevoltant, qui s'en sort très bien en équipe d'Allemagne en Mannschaft, et une équipe qui fait le boulot, quoi. Je vois l'Équateur finir deuxième quand même grâce à leur défense. Ils vont réussir à faire la différence face à la Côte d'Ivoire, qui dans ses rangs compte de bons joueurs, mais qui compte quand même un milieu de terrain assez vieillissant et une attaque où il manque un ou deux bons joueurs qui auraient dû être sélectionnés. Et Curaçao dernier, c'est comme Haïti, c'est la même chose. Ils sont là, je pense, plus pour profiter qu'autre chose de cette Coupe du Monde. Alex? Alors moi, je suis assez d'accord avec Colin. Pour moi, l'Allemagne va finir première avec, comme il a dit, un Wirtz qui va, pour moi, faire la différence. Avec aussi sûrement un Kai Havertz qui reste aussi de faire son jeu. L'Équateur va finir deuxième avec la génération dorée qu'ils ont, comme Colin a dit, leur défense de fer.
La Côte d'Ivoire va finir troisième, comme Colin a dit de nouveau. Il manque quelques bons joueurs qui ont fait des excellentes saisons, qui n'ont pas été sélectionnés. Martial Godot, par exemple. Oui, exactement, de Strasbourg. Et Curaçao, quatrième. Très bien. Pour moi, sans surprise, je vais pronostiquer aussi la même chose. La Mannschaft devrait quand même dominer ce groupe sans trop de difficultés. L'Équateur a peut-être effectivement une petite avance par rapport à la Côte d'Ivoire avec la solidité défensive, mais aussi avec le taulier devant, comment il s'appelle, le capitaine Valencia. Ener Valencia, hein, qui répond toujours présent quand son Oui. équipe est là. Il est encore là à 37-38 ans. Et puis la Côte d'Ivoire a une belle équipe, hein, mais c'est dans un groupe très difficile quand même. Je les vois terminer troisième. Et puis Curaçao, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui pensent que Curaçao c'est avant tout un alcool à boire et pas un pays. Donc voilà, c'est vraiment un pays naissant du foot. Alors j'ai envie de dire que ça fait quand même plaisir de voir ce genre d'équipe et profite aussi de l'agrandissement très critiqué quand même hein, de la part de la FIFA, du passage à 48 équipes, mais n'oublions pas, ça permet aussi à des nations comme ça de découvrir la Coupe du Monde. Ça permet aussi au peuple, à la population mondiale de découvrir d'autres nations de foot que celles qui dominent habituellement. Et puis voilà, le football, c'est un sport mondial, c'est un sport populaire, c'est un sport qui n'est pas juste réservé aux élites. Donc ces pays-là ont aussi leur place. Et puis j'espère qu'ils prendront du plaisir comme la sélection d'Haïti, puis comme d'autres sélections, on verra après, dont les chances de se qualifier sont, on va dire, un peu plus faibles. Alicia, pour toi, un pronostic? L'Allemagne première, parce que c'est l'Allemagne. Et puis, elle répond tout le temps présente, même si ça peut être des fois moins bon, mais elle sera toujours présente. Ensuite, j'aurais bien vu la Côte d'Ivoire deuxième. Cette CAN, il y a 2 ans qu'elle avait remporté, et puis que je crois que la dernière CAN, c'était non plus pas si mal. L'Équateur, troisième. Et puis le Curaçao, troisième. Quatrième. Quatrième. Pour toi, Arnaud? Alors moi, la Mannschaft première, je pense que là, ils ont complètement raté leurs deux dernières Coupes du Monde depuis qu'ils l'ont remporté en 2018. C'est tout le temps 14, 14 pardon. 2018-2022, ils se font éliminer en phase de groupe. Là, je pense cette année, on l'a vu à l'Euro, ils étaient bons. On a vu en amical contre nous. Ça joue. Et je pense que là, ils vont faire une très grande Coupe du Monde. En deuxième, l'Équateur, qui commence à avoir des vrais joueurs, un vrai 11. Sur le papier, ça commence vraiment à devenir une belle équipe. En troisième, la Côte d'Ivoire, qui pourrait accrocher l'Équateur, je pense, mais je les vois quand même finir troisième. Puis le Curaçao, pour moi, ça va finir avec un goal à verge de -15, je pense. J'ai peur pour eux, sincèrement. Ils vont prendre une sacrée cuite à Curaçao, je pense. Voilà, cette fois-ci, on passe bel et bien au groupe F. On reste avec toi, Arnaud, pour nous parler de ce groupe. Personnellement, je me réjouis beaucoup des oppositions dans ce groupe, puisqu'il y aura les Pays-Bas, le Japon, la Suède et la Tunisie qui vont jouer dans ce groupe. Ouais. Arnaud. Un très beau groupe. Alors, moi, je pense les Pays-Bas première. À l'Euro, ça va en demi-finale, ça joue bien. La dernière Coupe du Monde, il me semble qu'ils sont un peu loupés en 8e, si je dis pas de bêtises. Quart contre l'Argentine. Quart contre l'Argentine. Ouais, dans un match, on va dire, qui a Oui, fait oui, couler oui. beaucoup Non, d'encre. non, c'était le dernier Euro, je crois, je confonds. Enfin, l'avant-dernière. Oui, mais non, je les vois faire une belle Coupe du Monde, le Pays-Bas. En deuxième, je pense les Samouraïs, le Japon, les Samouraïs bleus. C'est toujours une équipe qui répond présent en Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde, ils se sont fait avoir en 8e contre la Croatie au tir au but. Je pense que là, ils peuvent faire une belle Coupe du Monde, même si c'est vrai qu'ils n'ont pas. Il y a Mitoma qui n'est pas là, ils n'ont pas les meilleurs joueurs. Il y avait qui encore La Suède et la La Tunisie. Suède et la Tunisie. Troisième, je mettrais quand même la Suède. Équipe qui, pour moi, mérite pas d'être la Coupe du Monde. Quand on fait dernière avec 1 point, je crois, 2 points. 2 points. Pour moi, ils n'ont rien à faire là, mais bon, ils ont un nouveau coach. Ils ont réussi à passer les barrages grâce à la Ligue des Nations. Je les vois finir troisième et la Tunisie quatrième. Alicia?
Je dirais le Japon premier. Il pourrait surprendre comme ça et puis finir premier. Les Pays-Bas deuxième. Et puis en troisième, la Tunisie. Et puis dernier, la Suède, parce que ils n'ont rien montré pendant les qualifications. Et puis c'était vraiment uniquement grâce à la Ligue des Nations. Et je pense que cette Coupe du Monde va pas trop leur réussir. Alors pour ma part, je vois effectivement les Pays-Bas remporter ce groupe. C'est quand même une équipe qui est toujours présente, qui a un jeu quand même bien léché et agréable à voir. Donc ils se plantent rarement en phase de poule, les Néerlandais. Donc voilà, ils ont ce qu'il faut à mon avis pour dominer ce groupe. Mais il y aura match avec le Japon. C'est pas impossible que ces deux équipes terminent peut-être à égalité de points à l'issue de cette phase de groupe. Donc le Japon pour moi terminera deuxième. À la troisième place, je mettrai la Suède. Effectivement, alors on n'a rien contre la Suède, hein, on le précise, on est d'ailleurs très souvent comparé à eux parce qu'il y a des pays qui nous confondent à l'échelle mondiale. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont profité d'un système de qualification tout simplement scandaleux. Et on a senti même, puisqu'ils étaient dans le groupe de la Suisse, hein, on a bien vu les matchs de l'équipe de Suède, on a vu que dès qu'ils avaient compris que c'était cuit, ils ont un peu lâché et puis ils ont tout misé sur le barrage. Bien leur en a pris. Il fallait gagner 2 matchs, ils les ont gagnés pour y être à la Coupe du Monde. Ils savaient déjà, même avant le coup d'envoi du premier match, que potentiellement, s'ils ne terminaient pas premier du groupe, ils allaient pouvoir quand même se qualifier via les barrages. Donc, s'il y a un représentant de la FIFA qui nous écoute, s'il vous plaît, changez le système de qualification. C'est pas normal qu'une équipe qui termine dernière puisse avoir même l'opportunité de se qualifier et en plus de le faire. Au-delà de ça, si on parle de choses purement sportives, l'équipe de Suède ne m'a pas du tout impressionné. Ils se sont beaucoup reposés à tort sur Isaac et puis Gyökeres. Donc voilà, je pense que contre des équipes très très joueuses comme le Japon et les Pays-Bas, ils vont être en difficulté. La Tunisie, je les mets quatrième, mais je vous avoue que je suis assez peu le football tunisien et peut-être qu'ils pourraient me surprendre et surprendre aussi leur adversaire. Donc je les mets derniers, mais avec le potentiel peut-être même de terminer devant la Suède. Alex? Alors pour moi, les Pays-Bas vont finir premier. Le Japon deuxième, mais comme tu as dit Mirko, pour moi c'est pareil, ça va être très serré entre les deux. Et ensuite, pour moi, la Suède va finir troisième. Et Ouais. va finir troisième. Et pour moi, la Suède, comme vous avez dit, a rien à faire là. Puis c'est au regret de la Pologne. La Pologne a fait ses phases de qualification et a fini deuxième. Et malheureusement a perdu au barrage contre la Suède. Et pour moi, la Tunisie va finir quatrième parce que ils sortent d'une CAN vraiment pas réussie. Voilà. Ouais, Colin. Moi, ce sera la même chose qu'Alex. Je pense que ça va clairement se jouer entre les Pays-Bas et le Japon. On connaît le Japon, depuis quelques années, ça devient vraiment une équipe sérieuse. Ça travaille très dur au niveau de la fédération japonaise pour bien former leurs jeunes. Ils ont une très bonne défense. Maintenant, ils sont en train de gentiment développer leur attaque. Donc, pour moi, le Japon, ça peut aller loin. En troisième, je vais dire la Suède parce qu'ils ont sûrement un football plus pragmatique que les Tunisiens. Et pour moi, ils vont réussir à finir troisième. Dernier, la Tunisie qui sort d'une CAN assez catastrophique. Ils viennent de changer de sélectionneur et ils ne sont pas bénis dans leur génération qu'ils ont ces dernières années. Donc pour moi, la Tunisie ne va pas faire très long dans ce Coupe du Monde. Très bien. On passe au groupe G avec toi, Alicia. À nouveau un groupe exotique qui sera plaisant à suivre, qui réunira la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Je verrais plutôt l'Égypte première avec Mohamed Salah qui est toujours là et sur qui ils peuvent toujours compter. La Belgique deuxième. La Nouvelle-Zélande qui pourrait peut-être être une surprise et puis finir troisième et puis l'Iran quatrième au vu de la situation. Ouais. Pour toi, Arnaud? Alors je mettrais la Belgique première quand même si je les sens pas cette année. Ils sont pas en forme, ils n'ont pas fait des belles qualifs du tout. En deuxième, je mettrais peut-être... il y avait
L'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Égypte deuxième, pardon. Même si pour moi, ils peuvent accrocher la Belgique et finir premier. Puis après, Nouvelle-Zélande 3 et l'Iran, vu ce qui se passe, ouais, je pense je les vois finir dernier de leur groupe. Ouais, pour ma part, je vois quand même les Diables Rouges belges terminer premier du groupe. Alors, peu de garanties de la part de cette équipe de Belgique. S'ils avaient eu un groupe plus relevé, on aurait pu peut-être les placer un peu plus bas dans leur classement de poule. Mais là, avec une opposition, on va dire largement à leur hauteur, ils ont de quoi dominer. Ils ont quand même, on en parlera après, mais à mon avis, deux joueurs extrêmement dominants avec Thibaut Courtois et Jérémy Doku, qui sont juste exceptionnels et qui peuvent faire la différence dans un groupe comme celui-là des deux côtés du terrain. En deuxième place, je vois l'Égypte. Je pense que Mohamed Salah est en mission. Il sait probablement que c'est sa dernière Coupe du Monde. Donc, il voudra amener l'Égypte, pardon, le plus loin possible dans cette compétition. À la troisième place, l'équipe d'Iran. À l'heure où on parle, on n'a pas encore la garantie à 100% qu'ils pourront disputer le tournoi, on l'espère, mais voilà. Voilà, mais il y a un contexte quand même émotionnel très difficile pour l'équipe d'Iran, on ne va pas se cacher. On n'est pas là pour parler de politique, mais c'est quand même difficile pour eux, ce serait quand même difficile pour eux de faire abstraction de tout ça. Et puis en dernier, la Nouvelle-Zélande. Alors, les Kiwis, enfin les Socceroos, c'est l'Australie. Les Kiwis sont en constante amélioration et ils en sont gentiment à leur 3 ou 4e Coupe du Monde sur les dernières éditions. Ils répondent toujours présents, mais ils ont quand même de la peine à avoir le niveau vraiment mondial. Il y a quand même des joueurs qui jouent en Angleterre, mais c'est une équipe qui est quand même à la peine et voilà, je pense que ce sera difficile pour eux de faire mieux que dernier. Alex? Pour moi, la Belgique va finir première parce que la Belgique, même si le collectif n'est pas forcément là, ça a quand même des qualités individuelles. L'Égypte va finir deuxième. Pour moi, l'Iran de base allait finir troisième, mais c'est vrai que vu ce qui se passe, je pense que la Nouvelle-Zélande va finir troisième et l'Iran va finir quatrième. Je pense que c'est la même chose. Je dirais une Belgique avec, effectivement, comme tu l'as dit, Doku, Courtois, Tielemans qui vont pouvoir aider à finir premier. Une Égypte deuxième, on l'a dit, Salah. Il y a aussi Marmouche en attaque, c'est quand même une très très bonne attaque. Je mettrai la Nouvelle-Zélande troisième, étant donné le contexte géopolitique de l'Iran. Ça va être très compliqué pour eux. Je pense que ça ne va pas être facile pour les joueurs. Même s'ils arrivent à la Coupe du Monde, ce ne sera pas facile pour eux, quoi. Ouais, effectivement. Alex, maintenant, je vais me diriger vers toi pour le groupe H, un groupe qui inclura les champions d'Europe en titre, l'Espagne, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Alors pour moi, l'Espagne, c'est clair et net, grand favori pour la Coupe du Monde, gagnant de l'Euro, un collectif excellent, des individualités excellentes. Donc pour moi, ils vont finir premier de sûr. Pour moi, les deuxièmes, ce sera l'Uruguay. L'Uruguay a quand même une bonne génération. Troisième, ce sera l'Arabie Saoudite. On a vu à la dernière Coupe du Monde qu'ils ont quand même montré de belles choses, en attendant en battant l'Argentine qui a fini champion du monde. Et dernier, ce sera le Cap-Vert. Ouais, Colin? La même chose qu'Alex, l'Espagne première, effectivement, c'est une des meilleures équipes du monde, donc je les vois mal finir deuxième. Deuxième, l'Uruguay qui a une belle génération et qui est coaché par un meneur d'hommes tel que Marcelo Bielsa, donc ça peut faire une très belle deuxième place. Je dirais en troisième place l'Arabie Saoudite, mais je pense que ça va être compliqué parce qu'ils viennent de virer Hervé Renard, donc ils ont plus meneur d'hommes et tout, à tout moment ça peut être la crise. Et en dernière place, le Cap-Vert. Alors moi, je vois effectivement l'Espagne surdominer. Je pense qu'ils domineraient le groupe avec leur équipe A, avec leur équipe B et avec leur équipe C, sans trop de problèmes et sans faire offense aux trois autres sélections. À la deuxième place, l'Uruguay aussi, vous l'avez dit, une belle génération. Mais on dit toujours ça de l'Uruguay, en fait. Ça fait 20 ans qu'ils ont une belle génération, quand même, l'Uruguay. Premier vainqueur de la Coupe du Monde. C'est ça, premier vainqueur historique de la Coupe du Monde. Et puis, ils répondent quand même toujours présents, parfois en cédant de la main, mais quand même. Et puis, je vois le Cap-Vert terminer à la troisième place.
de ce groupe. On n'en parle pas beaucoup hein, du Cap-Vert, mais il y a quand même quelques joueurs un peu binationaux, Cap-Vert et d'autres nationalités qui ont choisi d'aller défendre la sélection, enfin les couleurs de la sélection cap-verdienne. Et puis ils se sont brillamment qualifiés. Hein. C'était une des premières équipes, si je ne me trompe pas, Oui. à s'être qualifiées. Donc voilà, ils ont de quoi accrocher la troisième place et peut-être passer en, euh, en 16e de finale. Et puis l'Arabie Saoudite, bah, tu l'as dit Colin, hein, le départ d'Hervé Renard, c'est quand même un gros coup pour eux. Il avait réussi à construire quelque chose de chouette en 2022 où ils avaient été, faut-il le rappeler, la seule équipe à battre l'Argentine lors du premier match de groupe. Mais ça va être difficile pour eux. Je ne les vois pas échapper à la dernière place. Alicia. Je mettrais aussi l'Espagne première, bah, surdominante toujours. Ensuite, je verrais bien l'Uruguay, le Cap-Vert, juste pour l'histoire, ça serait absolument magnifique s'ils arrivaient à finir troisième. Et puis l'Arabie Saoudite, quatrième. Ouais, Arnaud. Ouais, moi, pareil. Alors, l'Espagne première, je pense. L'Uruguay, on pourrait mettre en doute l'Espagne, mais je pense quand même que l'Espagne, c'est tellement fort que je pense que ça va finir avec 9 points. Première du groupe. Deuxième, je mettrais l'Uruguay. Et en troisième, j'ai aussi envie de mettre le Cap-Vert, ils ont été là chercher cette qualification, finir première de leur groupe. Oui, qualification historique pour eux. Ils la méritent à 200%. Et j'espère qu'ils arriveront à finir troisième et en quatrième, l'Arabie Saoudite, mais je pense que ça va être très serré entre les deux. On passe maintenant au groupe I avec toi, Colin. Et là, personnellement, je me réjouis beaucoup des oppositions de ce groupe avec quand même quelques équipes intéressantes. Hein. L'équipe de France, l'équipe du Sénégal, l'Irak et la Norvège. Colin, il va y avoir des sacrés matchs là. Il va y avoir de sacrés matchs, ça va être très très physique hein, entre ces trois nations-là. De Golgoth, je vais mettre la France première quand même. Ils savent qu'ils veulent aller loin dans cette Coupe du Monde. Ils ont une génération, c'est toujours doré. Ils pourraient mettre plusieurs équipes. Donc pour moi, clairement, une France première. Je vais mettre le Sénégal deuxième. Sénégal vainqueur de la CAN, mais qui l'ont perdu derrière, mais qui est quand même une très très bonne équipe sur le papier et qui est très bien organisée. Qui arrivent très bien à rapatrier leurs binationaux et qui du coup, depuis qu'ils ont gagné cette CAN en 2019, ça marche vraiment très très bien pour eux. Et bah, en troisième, je mettrais la Norvège, ça me paraît quand même assez logique. La Norvège qui a quand même réussi à une très bonne attaque avec Erling Haaland, avec un Odegaard au milieu de terrain. J'ai oublié le nom de l'ailier qui joue à Leipzig, mais en tout cas, je mettrais la Norvège troisième. L'Irak, je sais pas trop, j'arriverai pas trop à savoir leur niveau, donc je vais les mettre quatrième. Alex. Pour moi, la France va aussi finir première, bah, du vu de leurs individualités. Pour moi, après, pour la deuxième place, ça se battra quand même entre le Sénégal et la Norvège. Le Sénégal a quand même plus de chances de finir deuxième, mais il ne faut pas sous-estimer la Norvège. Et bah, l'Irak va finir dernier. Ouais, pour moi, la France va très très nettement dominer ce groupe au point qu'ils seront déjà qualifiés après 2 matchs et ils pourront faire un peu de tournée au troisième match. Génération dorée, c'est taillé pour aller au bout, hein, clairement, comme l'Espagne. Je vois le Sénégal terminer deuxième. Ils restent sur une bonne canne, hein, finalement, eux aussi, même si voilà, il y a eu tout ce qui s'est passé. Mais voilà, il y a de très très bons joueurs dans cette équipe du Sénégal. Les sélections africaines, on le sait, hein, aussi représenter leur pays, c'est toujours un immense honneur et ils se défoncent entre guillemets toujours à 300% pour le pays. Il y a vraiment cette fierté des fois qui peut manquer à certaines nations européennes. Donc ils ont ce qu'il faut pour moi au niveau football pour prendre la deuxième place. Peut-être même voilà, accrocher un petit peu l'équipe de France. La Norvège va terminer troisième, alors une campagne de qualification incroyable, l'équipe norvégienne hein, qui a atomisé tous ses adversaires de groupe, y compris l'équipe d'Italie, hein, excusez du peu. Mais voilà, il y a quand même voilà, beaucoup de talent au niveau offensif, mais voilà, si un Erling Haaland est bien muselé, si un Odegaard est bien muselé, est-ce que l'équipe de Norvège a un plan B pour aller déranger ses adversaires? C'est une grande question et sans doute que
Didier Deschamps et le sélectionneur sénégalais auront beaucoup observé à la vidéo et auront développé des tactiques pour un peu contrer ces très fortes individualités. Et puis l'équipe d'Irak, sans les insulter, mais on les connaît très peu. Et en général, quand on est très peu une équipe, c'est qu'il y a peu de chance. Donc voilà, eux aussi, ils vont jouer avant tout pour le plaisir, en espérant grappiller un point par-ci, par-là. Mais évidemment qu'ils sont beaucoup moins bien armés que les autres équipes du groupe. Alicia. Je partirai aussi sur la France première, sans trop mouiller. Ça me paraît assez logique. Le Sénégal deuxième, mais un peu au coude à coude avec la Norvège, ça jouerait à vraiment peu, parce que la Norvège est quand même en train de construire quelque chose d'assez grand. Et puis du coup la Norvège troisième et l'Irak dernier. Arnaud. Alors moi, je vois la France première avec quand même un point d'interrogation. C'est vrai qu'ils ont pour moi la meilleure équipe sur le papier. Ils ont une attaque, et c'est juste exceptionnel. Mais est-ce qu'ils vont réussir à bien jouer ensemble? Est-ce qu'ils vont s'entendre? À l'Euro, ils étaient allés en demi, mais c'était pas un jeu flamboyant. Mais je les verrais quand même bien premiers. Et je pense que si l'attaque s'entende bien, ça peut aller jusqu'au bout, tout simplement. En deuxième, je mettrais la Norvège. Ils ont été exceptionnels durant les qualifications. Ils ont roulé sur tout le monde. Ils ont roulé sur l'Italie. Ils ont roulé sur toutes les équipes avec des gros scores. En troisième, le Sénégal, même si le Sénégal, ils l'ont montré à la CAN, c'est toujours une grosse équipe. Ça peut faire des problèmes à la France, ça peut faire des problèmes à la Norvège, ça peut même terminer premier du groupe. Même si je les mets troisième, ils peuvent finir premier. Et en quatrième, voilà, l'Irak, même s'il y a des surprises à la Coupe du Monde, je les vois pas passer le groupe, honnêtement. Ok, très bien. On arrive déjà un peu dans la dernière partie avec l'antépénultième groupe, le groupe J. Le groupe J, donc lui, Arnaud, je reste sur toi, il réunira les champions du monde en titre, l'Argentine, l'équipe d'Algérie, l'Autriche, c'est le groupe des A, et puis à la fin, la Jordanie. Alors on précise qu'au moment où on enregistre, l'équipe de Suisse n'a pas encore joué son match Son match contre de la Jordanie. préparation contre la Jordanie. Alors, je mettrais l'Argentine première. Je pense pas qu'ils vont la gagner comme il y a 4 ans et je pense pas qu'ils vont avoir un parcours autant exceptionnel, mais je pense qu'ils devraient s'en sortir sans trop de peine dans ce groupe. Bon, après, il faut voir, il y a 4 ans, on disait pareil et au final, ça perd contre l'Arabie Saoudite, premier match. Je vois l'Autriche deuxième. Et pour la troisième place, je pense que c'était Jordanie. Algérie, ouais. Je pense que l'Algérie, ou quoi que, j'ai envie de mettre la Jordanie, allez. Jordanie 3, Algérie 4, même si je pense que ça va être serré. Je crois que... Ouais, Alicia. Pareil, je dirais l'Argentine première. Il y a quand même Lionel Messi, c'est l'Argentine. L'Autriche deuxième. L'Algérie troisième et puis la Jordanie dernière. Ok, moi j'ai pronostiqué effectivement la même chose aussi. L'équipe d'Argentine, alors je ne les vois pas jouer aussi bien qu'il y a 4 ans en arrière, mais ils ont quand même de quoi dominer ce groupe. En deuxième, je mettrais l'Autriche. Alors l'Autriche et l'Algérie, je les mets au coude à coude et surtout je les mets un peu dans une même catégorie, c'est-à-dire des équipes qui ont du talent, c'est clair, mais dont la difficulté principale est la régularité. C'est des équipes qui sont capables du meilleur, mais aussi comme du pire. Donc, suivant le visage qu'ils vont aligner et la régularité sur ces matchs de poule, ça peut un peu varier. Mais je mets quand même l'Autriche devant l'Algérie, même si l'Algérie était quand même une équipe qui est extrêmement talentueuse. Ça joue quand même un football champagne. Et puis la Jordanie, je l'ai dit avant, on ne les a pas encore vus du tout à l'œuvre, puisqu'on enregistre avant ce match de préparation. Donc c'est une grande inconnue et je ne pense pas qu'ils vont pouvoir faire grand-chose. Alex. Pour moi, l'Argentine va finir première. Pour moi, comme Mirko, tu as dit, pour moi, l'Autriche et l'Algérie, ça va être serré. Mais pour moi, l'Autriche va quand même être devant parce que l'Algérie, c'est quand même un peu le bordel dans leur sélection. Et la Jordanie va finir quatrième. Ouais. La même chose qu'Alex, l'Argentine première, une Autriche qui s'est quand même réussi à bien se qualifier pour cette Coupe du Monde deuxième. Et puis une Algérie
dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont réussir à faire. Ils ont notre ancien sélectionneur David Petkovic à leur tête. Et c'est un peu le chaos. On a déjà vu, pour ceux qui ont vu, Petkovic n'a pas annoncé officiellement sa sélection. Donc les joueurs ont débarqué à l'aéroport et c'est comme ça que les journalistes ont su qui était sélectionné ou pas. Donc déjà là, tu te poses des questions sur comment ils annoncent ça et comment ça va fonctionner. Mais on ne sait jamais sur le terrain. Ils vont peut-être vouloir vraiment, on sait que les Algériens c'est fiers, ils veulent défendre leur maillot. Donc peut-être vouloir essayer de finir à une 2e ou une 3e place. Donc ça va être très serré. Et puis en dernière place, je mettrai la Jordanie. Comme quoi, finalement, l'annonce de l'équipe de Suisse, c'était pas si mal que ça. Non, Il y a pire. Alors, il y a pire. Il y a pire. Voilà, on passe à l'avant-dernier groupe avec toi, Alicia. Un groupe qui réunira le Portugal, la République démocratique du Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie. C'est assez compliqué à dire comme ça, mais je dirais le Portugal premier parce qu'ils ont quand même des joueurs extrêmement solides. La Colombie deuxième. Le troisième, c'était L'Ouzbékistan l'Ouzbékistan et le Congo, la République démocratique du Congo. le Congo troisième et puis l'Ouzbékistan dernier. J'ai pas plus d'informations sur l'équipe. Arnaud, Pareil, je vois le Portugal premier, même si je prie pour que la Colombie finisse première, parce que j'ai pas envie de revivre le scénario d'il y a 4 ans avec un Portugal-Suisse en 8e de finale, même si je pense que ça sera pas pareil, enfin, j'espère en tout cas. Mais je les vois quand même finir premier, ils ont une très bonne équipe, même si je pense que Roberto Martinez, il n'est peut-être pas l'homme de la situation. Voilà, il y a toujours ce débat avec Ronaldo. Je ne les vois pas aller au bout, mais je les vois finir premier de leur groupe. Avec en deuxième la Colombie qui peut aller les accrocher. Troisième le Congo, je ne pense pas qu'ils aient les armes pour aller finir premier de ce groupe, même s'ils pourraient nous surprendre. Et en quatrième l'Ouzbékistan, je pense aussi que, à part Kouzanov, de City Kouzanov, je pense que je connais aucun joueur, je pense que ça va se prendre des gros scores aussi. ouais. Alors moi, je vois effectivement l'équipe du Portugal terminer première du groupe. Alors non seulement ils vont terminer premiers, mais ils vont rouler sur ce groupe. Ils ont une génération exceptionnelle. Et le Portugal, ils seront en mode maintenant ou jamais, hein. Ils ont quand même Cristiano Ronaldo, dont on sait que ce sera la dernière Coupe du Monde. Il ne l'a jamais gagnée. D'ailleurs, je vous pose une question à vous, amis portugais ou tout simplement amateurs de foot. Est-ce que l'équipe du Portugal a plus de chances d'aller au bout avec Ronaldo sur le terrain ou sur le banc? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais voilà, le Portugal, ça va aller très 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 loin dans cette Coupe du Monde, c'est sûr et certain. En deuxième place, je mets la Colombie. C'est une équipe qui, bon gré mal gré, est toujours là en Coupe du Monde. Et puis, ils passent pratiquement toujours les poules. Alors, vous me direz, cette année, c'est encore plus facile que d'habitude de passer les poules. Mais quand même, voilà, ils ont quand même de très bons joueurs dans cette équipe. Et puis, ils peuvent aussi espérer aller bien plus loin que la phase de poule. En troisième place, la République démocratique du Congo. Alors, ne nous y trompons pas, c'est une excellente équipe, mais ils ont la malchance de tomber dans un groupe où il y a quand même 2 équipes assez solides aussi. Mais ils vont défendre très chèrement leur peau contre tous leurs adversaires. Et puis, dernier de ce groupe, l'Ouzbékistan. Pareil, ils se sont qualifiés très tôt et puis ils sont certainement déjà très très contents d'être là et de participer à la fête. Donc, amis ouzbeks, voilà, on espère que vous allez prendre du plaisir, mais je pense que sur le terrain, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous. Alex? Alors pour ma part, je vois aussi le Portugal finir premier, mais pas comme tu as dit Mirko. Pour moi, ils vont avoir un peu plus de peine, comme a dit Arnaud, avec leur sélectionneur qui des fois fait quand même des choix un peu spéciaux. La Colombie va finir deuxième, pareil, ils ont d'excellents joueurs. Le Congo troisième, qui ont fait les barrages, qui ont très bien joué, qui méritent leur place ici. Et l'Ouzbékistan quatrième. Voilà. Je vais dire pareil, le Portugal premier, je pense que pour moi c'est mes favoris de cette Coupe du Monde. Avec, comme je le dis toujours, mais ce Roberto Martinez qui est quand même très spécial, qui s'inspire de Raymond Domenech pour croire en la numérologie ou des choses comme ça. Mais il a de la chance d'avoir quand même des joueurs très talentueux sur le terrain avec Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes et une défense avec un Ruben Dias encore très en forme. Donc pour moi, le Portugal, ça va finir premier.
Ensuite, moi, ça me paraît compliqué, je vais être plus nuancé parce que la Colombie, je sais pas, j'arrive pas très bien à les évaluer. Ils avaient fait quand même une finale de Copa América récemment, mais ils sont sur une fin de génération, donc j'ai un peu de la peine à les évaluer. Le Congo, c'est une équipe qui est très bonne sur le terrain, mais qui est pas encore très bonne sur le terrain, mais il y a un travail qui se fait par le sélectionneur et qui a décidé de repartir avec l'équipe qui s'est qualifiée. Euh, Il y a des choix un peu questionnables au niveau des joueurs, donc c'est pour ça que ça me fait hésiter. Je les vois bien finir troisième, sachant que c'est leur retour à la Coupe du Monde depuis 1976 avec le Zaïre. Et en dernier, je dirais l'Ouzbékistan, mais l'Ouzbékistan, faut se méfier, il faut faire très attention. C'est quand même un pays qui a énormément investi sur le football et qui est en train de développer énormément en football actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a notamment Kouzanov qui sort, mais ils sont en train de faire des centres, des académies, et je pense que c'est peut-être une équipe qui se connaît assez bien sur le terrain, et ça peut peut-être aussi faire la différence. Voilà. Et puis on passe au dernier groupe avec toi, Colin, un groupe qui réunira l'équipe d'Angleterre, la Croatie, le Ghana et Panama. Alors, je vais mettre en premier l'Angleterre, ça me paraît assez logique. Ça me paraît assez logique. Avec un nouveau sélectionneur, Thomas Tuchel, qui a fait quand même des choix assez discutables dans sa sélection, mais on va voir ce que ça donne sur le terrain. Je mettrai en deuxième le Ghana, quand même très bonne nation d'Afrique, qui peut réussir à bien se développer et puis qui joue encore assez bien. Donc pour moi, le Ghana, ça peut finir deuxième. Je mettrai la Croatie troisième. On est sur une fin de génération pour la Croatie, mais ça peut quand même essayer d'arracher une troisième place face à un Panama que je connais pas trop, mais dans laquelle j'ai la peine à évaluer, j'ai la peine à voir finir au-delà de quatrième. Ouais, Alex. Pour moi, pareil, l'Angleterre va finir première. Pour moi, la Croatie va finir deuxième et le Ghana troisième. Pour moi, le Ghana finira troisième car il leur manque quand même pas mal de joueurs, soit qu'ils soient blessés, bien qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Et le Panama va finir quatrième. Alors moi j'ai beaucoup hésité, mais j'ai quand même mis l'Angleterre première du groupe. L'équipe anglaise veut aller le plus loin possible, voire même remporter cette Coupe du Monde. Donc voilà, quand tu veux remporter la Coupe du Monde, il faut tout de suite montrer un peu les crocs et puis terminer première de ton groupe. Ça te donne aussi potentiellement un tableau un peu plus facile. Mais je pense que la Croatie peut créer la surprise. Je les mets deuxième, mais je ne serais pas surpris que voilà, ils cueillent au poteau les Anglais pour terminer premier du groupe. La Croatie, ils sont toujours là, hein, quand même, depuis leur demi-finale surprise en 1998, mais ils se sont quasiment qualifiés à toutes les compétitions. Ils ont quasiment tout le temps passé la phase de poule. C'est une équipe extrêmement talentueuse, mais qui, avec le temps, a aussi appris à jouer en équipe, à défendre en équipe. C'est plus juste un peu des chiens fous comme ça sur le terrain. Donc elle peut embêter l'Angleterre et elle peut embêter beaucoup d'équipes, je pense, cette équipe de Croatie. Le Ghana terminera pour moi troisième du groupe. Et puis Panama, malheureusement pour eux, ils vont être un peu à la peine. Et terminer quatrième. Alicia. Je dirais pour le coup la Croatie première parce que c'est quand même une grande équipe de la Coupe du Monde. Je trouve que c'est quand même relativement iconique. L'Angleterre deuxième, peut-être justement à force de faire trop de tri, Thomas Tuchel il va un peu se prendre les pieds dans le tapis. Le Ghana troisième et puis le Panama dernier. Alors moi, ouais, aussi, je verrais aussi l'Angleterre première, même si je comprends pas trop la liste à Tourelle. Il y a des choix, par exemple l'absence de Morgan Gibbs-White qui fait une saison exceptionnelle à Nottingham, à la place par exemple d'un Henderson qui est en fin de carrière. Enfin, j'ai un peu de la peine, mais je les vois quand même première devant la Croatie, qu'il faut se méfier, hein. Il y a 8 ans, ça va en finale, il y a 4 ans, ça finit troisième. C'est une grosse équipe dans les Coupes du Monde. Mais voilà, fin de cycle, comme tu as dit, et je pense Ghana troisième et Panama, je les vois pas passer ce groupe, honnêtement. Très bien. Alors on a fini ce tour des groupes. Maintenant, on voulait parler un petit peu des joueurs qui, selon nous, vont être dominants. On en a parlé pour la Suisse. Maintenant, on va parler un peu. On verra si on va pas prendre équipe par équipe, mais voilà, sélectionner comme ça quelques noms, une petite dizaine ou un peu moins de joueurs qui vont dominer.
Et je propose qu'on commence par toi, Alex. Parle-nous des futures stars de cette Coupe du Monde, selon toi. Pour moi, à voir comment il reviendra de blessure, mais forcément Lamine Yamal. Ensuite, côté Portugal, j'en ai pris deux. J'ai pris les deux milieux du PSG, João Neves et Vitinha. Pour moi, ils vont jouer un rôle extrêmement important pour le Portugal. Ensuite, côté Espagne, j'ai aussi pris Pedri, qui, que ce soit au Barça ou en sélection, joue un rôle extrêmement important. Pour la France, j'ai pris Michael Olise, qui a fait une excellente saison avec le Bayern et qui, avec la France, c'est quand même très prometteur. Pour l'Angleterre, j'ai pris Rice et Kane. Les deux font des excellentes saisons au club. Donc je pense qu'avec l'Angleterre, ils vont prendre un bon rôle de leader, à mon avis. Et Erling Haaland aussi, pour moi, je pense qu'il veut prouver qu'il est capable de performer en Coupe du Monde avec la Norvège. Et le dernier, pour moi, ce sera Lionel Messi, parce que c'est Lionel Messi. Ouais. Colin. Moi, je vais dire un peu comme Alex. Pedri, je pense que c'est inéluctable. Je dirais vers l'Angleterre avec Rice aussi, qui fait déjà une immense saison. Donc, je le vois reproduire la même en Angleterre. Comme l'a dit Alex, le Portugal, je citerai aussi Bruno Fernandes quand même, qui va avoir un rôle très important à jouer en ce poste de numéro 10. J'aurais mis un William Pacho avec l'Équateur qui va aussi jouer un gros rôle. Ensuite, c'est un peu. J'ai noté ceux-là. Après, en France, j'aurais dit Ryan Cherki aussi, qui peut être étincelant et qui peut vraiment faire la différence. Et puis il y a Mbappé qui va mener cette équipe de France. Ensuite, ça va être plus compliqué. Moi, j'aimerais quand même dire pour le Brésil, j'ai envie d'y croire. Vinicius, coaché par Ancelotti, ils se connaissent ultra bien. Ça peut peut-être enfin l'aider à se débloquer avec cette sélection. Ronaldo, moi, c'est un des joueurs que j'apprécie le plus. Donc, je me dis qu'il peut quand même, pour sa dernière, réaliser un grand tournoi. Donc, voilà, ce seraient les joueurs que je retiendrai. Ok. Alicia, pour toi, quelques joueurs qui vont être ultra dominants. J'aurais bien vu aussi Lamine Yamal. Il sort d'une très grande saison avec le Barça et puis ça serait pour moi relativement logique qu'il mène cette équipe d'Espagne. Ensuite, j'aurais bien vu aussi Darwin Núñez avec l'Uruguay. Depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, on entend un peu moins parler de lui. Mais malgré tout, ça reste un des grands noms de l'Uruguay. Sinon, Florian Wirtz en Allemagne, qui sort d'une saison, je dirais, plutôt moyenne avec Liverpool, mais avec l'Allemagne, il est très bon, donc bien sûr, on l'attend. Et puis, voilà. Pour toi, Arnaud. Alors moi, je vois bien, même s'il n'a pas fait une saison étincelante à Liverpool, Florian Wirtz, contre la Nati, il était juste exceptionnel. Il nous a fait un match incroyable, donc je le vois bien faire une grande Coupe du Monde avec la Mannschaft. Kylian Mbappé, même si au dernier Euro, il était pas bon, il était nul. Chaque Coupe du Monde, il répond présent. Je pense qu'il va nous refaire une grande Coupe du Monde, comme Lamine Yamal. Je vois bien Oyarzabal aussi. Il fait que de planter en Espagne avec la Sociedad. Il est toujours là. C'est vraiment le joueur clutch. Sinon, comme on a dit, je vois bien le duo au milieu de terrain portugais, Vitinha Neves. Encore faudrait-il que Martinez les fasse confiance, ce qui est pas sûr, je pense. Il y a aussi Denzel Dumfries, Pays-Bas, il répond toujours présent. C'est un joueur très sous-coté, je trouve. Il y a aussi Van Dijk aux Pays-Bas, je pense qu'il va faire une grande Coupe du Monde. C'est un excellent joueur, je trouve. Et sinon, les mêmes que vous avez dit, je suis plutôt d'accord avec vous. Ouais. Colin, à toi l'honneur. T'as déjà Oui, j'ai déjà dit. Ouais, j'ai déjà dit. Je peux en ajouter, j'ai pensé à Fabian Ruiz aussi. Olise aussi, j'ai oublié Olise. Olise, Fabian Ruiz avec l'Espagne. Au niveau de la défense française, quand même, Upamecano qui va sûrement faire un immense travail. Et puis pour les Pays-Bas, c'est vrai que j'ai oublié d'en citer, mais j'aurais dit un petit Memphis qui va quand même porter sa sélection en tant que capitaine. Il y a beaucoup de joueurs de Lyon, quand même, là-dedans. Et encore, j'ai pas cité Moussa Niakhaté avec le Sénégal. Pour ceux qui ne savent pas, Colin est un grand fan de l'Olympique Lyonnais, si jamais.
Voilà, alors moi, j'ai effectivement choisi de parler de Kylian Mbappé, hein, comment ne pas évoquer Monsieur Coupe du Monde ces dernières années. Il peut être dans des moments difficiles en club, traverser des euros compliqués, mais en Coupe du Monde, il est toujours là. Il était à deux doigts de ramener le trophée à la France dans les dernières minutes lors de la dernière Coupe du Monde, hein. Il s'en est fallu de pas grand-chose. Donc voilà, c'est quand même, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, Kylian Mbappé, mais il est quand même toujours présent dans les moments clés. Et puis individuellement, il est juste extrêmement fort. J'ai cité un joueur de la Mannschaft, mais pas le même que vous. Moi, j'ai cité Jamal Musiala. Musiala, il a eu une grave blessure, hein, on s'en souvient encore. Je pense que Gianluigi Donnarumma s'en souvient encore à la dernière Coupe du Monde des clubs. Et il est bien revenu. Enfin, il a eu une petite rechute quand même ce printemps, mais il va arriver quand même relativement frais, Jamal Musiala. Je pense que la fraîcheur sera quand même un aspect aussi important, hein. Les joueurs sortent d'une très longue saison et Musiala aura l'avantage d'être plus frais, d'avoir disputé beaucoup moins de matchs cette année. Et puis Musiala, ben voilà, vraiment un joueur qui techniquement est juste parfait. Il est capable d'amener le danger à tout moment dans un match. C'est un joueur clutch. L'Allemagne n'en manque pas, mais je pense que voilà, il peut faire des différences. J'ai évidemment cité William Pacho. Alors peut-être je vais pas me faire des amis parmi les fans notamment de Saliba, de Gabriel Jesus, mais actuellement pour moi, William Pacho est le meilleur défenseur central au monde. Depuis son arrivée au PSG, ça fait débat déjà, Colin, hein, je sais, Colin. Non, je peux être d'accord, mais effectivement, ça peut faire débat. On va dire un des meilleurs Oui, défenseurs oui, oui. centraux au monde. Et puis, il a vraiment tout ce qu'il faut pour briller et puis porter sa sélection de l'Équateur. J'ai cité un deuxième joueur français, Michael Olise. Personnellement, je suis un énorme fan de Olise. Il a réalisé une saison incroyable avec le Bayern de Munich. Il a fallu un énorme PSG pour les empêcher de disputer la finale de la Champions League, mais enfin, il a vraiment tout cassé en Bundesliga. Et puis c'est un des meilleurs joueurs au monde en 1 contre 1, hein, Olise. Il est potentiellement, enfin difficilement arrêtable. Et quand on parle d'un des meilleurs joueurs en 1 contre 1, c'est difficile de ne pas citer Lamine Yamal, le jeune prodige espagnol. Ben voilà, il a déjà prouvé énormément de choses avec le Barça. Il a déjà porté la sélection espagnole à- pour aller au bout du dernier championnat d'Europe. Donc voilà, il a en tout cas ce qu'il faut pour amener l'équipe d'Espagne très très loin dans ce tournoi et puis briller aussi individuellement. Ensuite, j'ai cité un joueur que vous n'avez pas du tout cité. Ce sera pour moi Yann Diomandé, qui sort vraiment d'une énorme saison du côté de Leipzig. Lui, c'est sûr, même s'il fait une Coupe du Monde relativement moyenne, il va finir dans un grand club l'été prochain. Il y a déjà beaucoup de gros clubs qui sont sur lui. Alors voilà, de lui et de sa réussite individuelle va dépendre aussi un peu le parcours de la Côte d'Ivoire, hein, qui a l'Allemagne et l'Équateur quand même dans son groupe, donc pas facile. Mais Diomandé en 1 contre 1 aussi, pointe de vitesse, c'est aussi extrêmement, extrêmement fort. Et sur des actions comme ça, il a une explosivité qui peut faire la différence. Il peut tout d'un coup faire la différence à lui tout seul pour sa sélection. J'ai évoqué un autre joueur du Bayern de Munich, Harry Kane. Harry Kane, je pense qu'il est en mission cette année. Il est tout simplement, c'est une machine à scorer. Alors c'est une machine à scorer depuis très longtemps, Harry Kane, mais surtout cette année avec le Bayern de Munich. Et puis là, il a quand même un petit peu en tête aussi le record de buts sur une saison marqué par un joueur en professionnel de Lionel Messi qui a combien 90 buts. Et il en est déjà assez loin, Harry Kane, hein. Donc bon, il faut qu'il fasse une énorme Coupe du Monde, mais je pense que ça va le motiver. Et puis voilà, Harry Kane, c'est aussi un joueur d'équipe. Il joue aussi pour son pays, il joue pas que pour lui. Donc je pense qu'il a aussi une grande motivation à amener l'Angleterre le plus haut possible. J'ai cité aussi Joao Neves. C'est difficile de le dissocier de Vitinha, tellement ils sont complémentaires sur le terrain. Et l'arrivée de Luis Enrique les a transformés en machines. Vraiment, on ne peut pas dire autre chose. Machines, ils font jamais d'erreur, ils sont toujours là. Donc voilà, de la complémentarité en sélection et de la confiance que leur fera Roberto Martinez va dépendre. Mais voilà, Joao Neves, c'est un petit joueur par la taille, mais un énorme joueur par le talent. Un autre joueur qui n'est pas très grand par la taille, mais énorme par le talent que j'ai cité, c'est Arda Güler.
Arda Güler, qui, je pense, est enfin traité à sa juste valeur en club. Pendant longtemps, il a ciré le banc au Real de Madrid au profit de joueurs qui n'étaient pas forcément meilleurs que lui. Et puis, voilà, il a petit à petit acquis la confiance d'Arbeloa. Il a du temps de jeu et il en fait plutôt un bon usage. C'est un joueur extrêmement talentueux. Et puis, voilà, il aura sa carte à jouer avec l'équipe de Turquie. Et puis, en arrivant à la fin de cette liste, je me suis dit, oh, bah, finalement, j'ai pas cité de gardien. Donc, j'y ai réfléchi et puis je voulais quand même citer un gardien. Je pense que, à mon avis, le gardien qui va être le plus décisif et le plus clutch pour son équipe, c'est ni plus ni moins que Thibaut Courtois. Je l'ai cité avant hein, quand on parlait du pronostic pour l'équipe de Belgique, mais Thibaut Courtois, il est toujours énorme avec le Real Madrid depuis quelques saisons maintenant. Et puis, voilà, répond aussi présent en équipe avec les Diables Rouges. Voilà, là aussi, il y a débat, hein, mais Thibaut Courtois, ça reste toujours dans le top 3 mondial, je pense, à son poste. Donc, voilà, il aura aussi voilà, un peu la pression, mais il saura y répondre et de ses bonnes performances dépendront aussi. Il va un peu faire le baromètre pour cette équipe de Belgique. Voilà, est-ce qu'il y a des noms que vous aviez oubliés avant qu'on passe à la J'en ai suite? encore, je peux Oui, encore donner Colin. 2 ou 3. Parce qu'on n'a pas trop parlé des sélections africaines, mais j'aurais dit pour le Sénégal, si je dis pas n'importe quoi, Pape Gueye, mais j'ai peur de me tromper, mais normalement c'est juste. Et pour le Maroc, quand même, un Hakimi et puis un Boadi qui vient d'annoncer qu'il allait rejoindre le Maroc. Et Boadi, ça va beaucoup les aider au milieu de terrain pour le Maroc. Ok. On a peut-être oublié un Italien. Ah mince, non. Voilà, on s'excuse auprès de nos amis italiens, mais je crois que depuis maintenant 10 ans, ils doivent avoir l'habitude de se faire chambrer hein, sur leur absence en Coupe du Monde. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette zone mondiale. On va pouvoir passer à la troisième rubrique. Alors, la troisième rubrique, c'est la zone libre, c'est la place à la communauté. Alors, on est un groupe naissant, hein, on n'a pas encore beaucoup de gens qui nous suivent, mais malgré le petit nombre d'abonnés, vous avez quand même été relativement nombreux, que ce soit sur notre page Instagram ou sur la page X Twitter d'Arnaud, au cas formidable, pour ceux qui ne le savaient pas, à nous poser quelques questions. On va les prendre une à une. La première, elle vient de HTTPS Clove qui nous dit c'est quoi la nati? Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Hein, le nom de notre podcast, de notre émission, c'est Zone Fanatique avec le nati en majuscule. La nati, c'est évidemment le surnom de notre équipe nationale depuis maintenant des années. Hein. Ce n'est pas juste au niveau suisse, c'est aussi au niveau international qu'on nous surnomme la nati. Ça vient de Nationalmannschaft, équipe nationale. Donc, voilà l'origine du nom Nati et pourquoi on a choisi de l'intégrer dans le nom de notre podcast. Alors, on a Benji qui nous disait un prono pour cette Coupe du Monde. On en parlera à la fin dans la dernière rubrique. On a Sam qui nous parle des rumeurs sur un départ d'Embolo en terre saoudienne. Quel avenir? Colin, parle-nous un petit peu de Brembolo. Comme j'en ai déjà parlé, en sélection il marche bien, en club un peu moins bien, c'est pour ça qu'il est parti de Monaco et qu'il est allé à Rennes. Le problème c'est qu'à Rennes, ils veulent je pense jouer avec qu'un seul attaquant et cet attaquant c'est Esteban Le Paul, un absent de la liste des champs et Rennes qui paye je pense assez cher Mbolo veut peut-être s'en séparer parce qu'il voit pas l'intérêt de le garder en doublure et donc l'Arabie Saoudite serait potentiellement une porte de sortie pour notre attaquant suisse. Et ça a été évoqué dans les rumeurs qui ont été sorties hier par Swiss Football Magazine, je crois que c'est ça le nom. Ouais. Vous en pensez quoi, les autres animateurs, sur un départ de Mbolo en Arabie Saoudite? Moi, déjà quand Puertas était allé en Arabie Saoudite, j'étais pas hyper content, même si Puertas ça devient compliqué pour un avenir en Suisse. Mais Mbolo, je pense qu'il y avait encore quelque chose à faire en Europe. Je suis un peu déçu si ça venait à se concrétiser. Sierro, par exemple, ça n'avait pas fait grand-chose parce que c'était pas un élément important de la Nati, contrairement à Brel. À voir après, ce que ça donne, mais j'aurais bien aimé le revoir, par exemple, en Bundesliga ou encore dans un championnat du top 5. Ouais.
Moi, je pense qu'effectivement, c'est peut-être encore un peu tôt pour Brelem Bolo. Alors, on sait aussi que les équipes saoudiennes proposent des salaires juste mirobolants hein, par rapport à l'Europe. Et puis, footballeur professionnel, c'est un métier avec une date limite plus rapide que la plupart des autres métiers. Donc, des fois, il faut aussi penser à l'avenir et puis sécuriser hein, quelques francs ou quelques dollars, quelques euros à mettre de côté pour les vieux jours. Donc, c'est aussi un critère important. Après, je pense que sportivement, Brelem Bolo peut encore effectivement se trouver un club, soit dans un des top championnats, comme tu le disais Arnaud, ou même dans des championnats relativement compétitifs. Hein. Je pense au championnat belge, au championnat néerlandais, où potentiellement des équipes peuvent s'intéresser aussi à un profil comme Brelem Mbolo. Voilà. Je pense que la suite va aussi dépendre de sa Coupe du Monde. Hein. Si la Suisse fait un beau parcours et que Mbolo plante quelques buts, eh bien, on peut imaginer que voilà, il puisse se trouver un beau contrat ailleurs si Rennes confirme ses intentions de ne pas continuer avec lui. Merci à toi, Sam, pour cette question. Et puis, on te fait un petit coucou particulier. Tu te reconnaîtras. Ensuite, on a une question de Sébastien, mais qu'on va regrouper avec une question qui est venue de la part de la pépite genevoise sur X. Alors, Sébastien, sa question, c'était « Sans Atekame, risque-t-on de revivre 2022 contre le même adversaire en plus ?» Et puis la question de la pépite genevoise, c'était « Pourquoi on prend toujours le risque de partir avec si peu de latéraux ?» J'ai mis les deux questions ensemble parce que le débat est un petit peu le même là autour. En 2022, effectivement, Murat Yakin était parti avec relativement peu de défenseurs latéraux de métier ou des joueurs pouvant être à ce poste. Là, on l'a dit avant, hein, il y a Sylvain Widmer à droite, et puis à gauche, il y a Ricardo Rodriguez et Miro Muheim qui peuvent évoluer à ce poste. Alors, Alex, peut-être la partie de la question de Sébastien, est-ce qu'on risque de revivre 2022 contre le même adversaire sans Zakaria Tekame? C'est compliqué à dire, mais à moins d'une blessure de Widmer ou bien d'une suspension, normalement, on devrait quand même avoir quelqu'un sur ce côté. Donc, s'il est présent, je pense pas qu'on aura le même naufrage qu'en 2022 contre le Portugal. Ouais. Il y a une donnée importante hein, aussi à ce niveau-là. Arnaud, on l'a appris tout récemment. Lucas Raquez est sorti sur blessure hein, lors de la finale de la Coupe d'Allemagne hein, qu'il a disputée et perdu, je crois. Je crois que c'est Contre le Bayern. Le Bayern, ils ont tout raflé en Sur Allemagne. un triplé de Harry Kane. Ouais. Voilà, à ce stade, on ne sait pas plus hein, si Lucas Raquez pourra tenir sa place dans la sélection. Dans le cas où ça n'est pas possible, est-ce que Murat Yakin va rappeler un autre défenseur central hein? Il y a Cédric Zessiger qui fait partie des joueurs sélectionnables. Ou est-ce qu'il va jouer la sûreté et prendre avec lui Zakaria Tekame? Alors, pour être honnête avec vous, j'étais totalement passé à côté de l'info. J'avais pourtant pourtant, je vérifie tout le temps les matchs des Suisses, mais j'avais pas vu qu'il s'était blessé, Lucas Raquez. En effet, je pense qu'il y a assez de défenseurs centrales. Surtout, je pense qu'on va partir sur une défense à 5 et je pense que Zakaria sera utilisé comme défenseur central. Donc, avec lui, Amenda, Kemert et Elvedia Kanji, ça nous fait pas mal de défenseurs centraux. Donc, moi, je serais pour prendre un Atekame pour être sûr qu'on ait du monde à droite si Widmer se blesse ou pas, même si je pense qu'il jouera comme à l'Euro avec Endoy en piston à droite. Mais ouais, je pense qu'il fera plutôt confiance à, comme tu l'as dit, Cédric Zessiger ou bien à Bruno Ogbus qui fait des belles apparitions à Freiburg. Je pense qu'il prendra plutôt un défenseur central si malheureusement Lucas Raquez ne revient pas, on lui souhaite. Hein. J'espère qu'il reviendra parce que c'est quand même un bon défenseur à Stuttgart. Oui, on ne le souhaite aucun mal. Hein. Mais Alicia, c'est vrai que les choix du coup de Murat Yakin, ils donnent quand même quelques indices sur le système de jeu qui sera probablement utilisé. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que partir avec peu de défenseurs, peu de latéraux, bah, c'est un risque. Et bah, on sait que Murat Yakin, il aime jouer dans le risque. Et voilà, on espère qu'il n'y a rien de mauvais qui va se passer, que tout pourra se passer comme prévu
Et comme ça, voilà. Voilà, on espère que sur un malentendu, ça va passer. Non, je pense que c'est effectivement une prise de risque, mais une prise de risque beaucoup plus modérée qu'en 2022 pour répondre à ta question, Sébastien. Parce que en 2022, il faut le rappeler un petit peu le contexte. En fait, on arrive au huitième de finale qu'on dispute contre le Portugal. On s'est qualifié lors du troisième match en battant la Serbie, hein, et en sécurisant notre place pour la suite de la compétition. Et puis, entre ces deux matchs, on a plusieurs joueurs qui sont malades. Yann Sommer, qui n'avait d'ailleurs pas disputé le dernier match, hein, Gregor Kobel était titulaire, et Sylvain Widmer. Sylvain Widmer, malheureusement, n'est pas rétabli pour le troisième match. Et du coup, Murat Yakin s'est retrouvé face à un problème. Il n'y avait pas de latéral droite, il n'y avait pas de piston droite à disposition. Et il a fait le choix de changer le système. Entre deux matchs, il y avait quoi, 4-5 jours, guerre plus entre deux. Et puis, il a décidé de titulariser Edmilson Fernandez dans ce poste de piston droite. Il avait pris le bouillon, hein, contre le Portugal sur son côté. Vraiment, ça avait été ultra compliqué. Mais toute l'équipe, de toute façon, avait pris le bouillon. Mais surtout, lui, à droite, il avait été extrêmement à la peine lors de la première mi-temps. Et puis, le changement de système avait vraiment causé beaucoup de tort à l'équipe. Maintenant, on est 4 ans plus tard. Alors les joueurs se sont développés, hein, ont appris aussi, ont grandi pour ceux qui étaient déjà là en 2022. Mais le système, il a mûri. Murat Yakin l'a beaucoup pratiqué, que ce soit dans les qualifications avec plus ou moins de succès pour l'Euro. Hein, on se rappelle, ces qualifications avaient été assez laborieuses pour la Nati. Mais pendant l'Euro, ce système avait été très efficace et avait été vraiment mis en avant aussi, hein, par les spécialistes mondiaux qui ont suivi le tournoi comme très efficace. Et puis, il a aussi porté ses fruits dans ses qualifications et dans ses matchs de préparation. Donc pour moi, d'un point de vue tactique, on est beaucoup plus au point qu'en 2022 en jouant dans ce système. Cette espèce de 3-4-3 ou de 3-4-2-1, il est beaucoup plus maîtrisé qu'à l'époque où on avait vraiment dû improviser contre le Portugal, qui était arrivé en plus très très fort, hein, aussi à ce moment-là du tournoi. Mais quand même, le choix humain de ne pas doubler les latéraux, les pistons, peut être compliqué. Alors on sait que Murat Yakin aime bien, on l'a dit avant, hein, ses profils un petit peu hybrides, il aime bien confier des fois des tâches un peu défensives à Dan Ndeuil comme piston. On se rappelle que Michel Abicher sur le côté gauche avait été excellent, hein, pendant tout l'Euro, très surprenant, homme du match contre la Hongrie, sans aucun doute, Michel Abicher. Donc, il sait aussi, Murat Yakin, qu'il peut compter sur certains joueurs capables d'évoluer dans ce poste-là. Et c'est aussi très déstabilisant pour les adversaires parce qu'il se retrouve face à un joueur qui sait défendre, mais qui sait aussi attaquer, créer du danger, amener du danger. Donc, voilà. Oui, Colin. Oui, effectivement, il aime bien ces joueurs polyvalents, ces joueurs couteau suisse, comme on pourrait le dire. Et à mon avis, s'il n'a pas pris de deuxième latéral droit, c'est qu'il compte sur un Zakaria, je pense, pour assurer la rotation à ce niveau de ce poste, soit latéral, soit défenseur central. Zakaria qui peut jouer à ces postes-là. Et comme tu l'as dit, Ebichir sur le côté gauche. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'il manque un Tekame. C'est qu'il a déjà ses joueurs, il a déjà des joueurs qui peuvent jouer à ce rôle-là, mais qui de base sont au milieu de terrain. Ouais, pour moi, Colin, effectivement, ça fait assez peu de doute que Zakaria Tekame fera partie des plans de Murat Yakin dans le futur. Mais comme on le disait avant, je crois que Murat Yakin a choisi de faire confiance à des hommes qu'il connaît déjà bien, des hommes d'expérience. On sait aussi que voilà, il veut pas balancer les jeunes trop vite, trop rapidement dans le grand bain. Donc c'est plus aussi pour préserver Zakaria Tekame et puis préparer le futur. Donc voilà, mais c'est toujours un grand risque de ne pas prendre assez de latéraux. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, qui on aurait pu prendre comme doublure si on ne prenait pas des jeunes joueurs. Il n'y avait pas les choix, ne couraient pas au portillon. Il y avait peut-être Ulysse Garcia et Isaac Schmidt côté gauche, mais côté droite. Ça ne se presse pas au portillon. Hein. Il y a Lucas Blondel qui a disputé quelques matchs qui voilà, n'a pas été rappelé depuis un bon moment. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué.
Voilà, question suivante. Alors, question au pluriel, on va aussi les regrouper. On a Tim qui nous dit, vous voyez Manzambi avoir quel rôle durant ce tournoi? Pareil, on a Jean Rhys qui nous dit, rôle occupé par Manzambi. Ben voilà. Johan Manzambi, Arnaud, quel rôle il va occuper Alors, pour toi? j'espère qu'il aura un rôle plus important qu'aux phases de qualification parce que même en jouant 10-15 minutes à la fin, il a réussi à prouver. Il était juste incroyable. Il nous a fait des qualifications juste exceptionnelles. Et cette saison avec Freiburg, voilà, je ne suis pas sûr qu'il va rester à Freiburg la saison prochaine tellement il était étincelant. Je pense, alors c'est ça le problème parce qu'au milieu on a Xhaka, Freuler, je pense pas qu'Yakin va changer, c'est un duo qui fonctionne bien, qui est là depuis des années. Est-ce que Yakin va essayer de le mettre à la place d'un Rieder devant ces deux milieux? J'aimerais bien, le voir à ce poste. Je pense qu'il va essayer de faire des tests demain contre la Jordanie, on verra bien. Mais c'est clair que pour moi, Yohan Manzambi doit avoir un rôle beaucoup plus important et il doit être titulaire. Pour moi, c'est une évidence. Ouais, réponse partagée par pour vous, Alex. Oui, clairement, Manzambi dans cette Coupe du Monde, il doit avoir un rôle de titulaire, c'est clair et net. Pour moi, il doit avoir un rôle, effectivement, je pense, de 10, peut-être 10, 8 en défense. C'est un gars qui sait quand même défendre et qui va faire les retours défensifs. Donc c'est pour ça que pour moi, il a un rôle ultra important dans cette équipe. Parce que c'est un joueur qui sait redescendre, qui sait faire le travail défensif, qui sait faire le pressing. Ouais. Et c'est ce dont on a besoin. Pour moi, c'est la question finalement, c'est le rôle qu'il va jouer vraiment sur le terrain parce que on a l'impression que la tactique mise en place, le positionnement des joueurs mis en place ne met pas en valeur le poste préférentiel de Yohan Manzambi. Hein. C'est pour ça qu'il l'a utilisé beaucoup et brillamment quand même. Yohan Manzambi s'est brillamment sorti sur son côté quand il est rentré. Mais à Freiburg, il joue clairement dans l'axe. Et puis, il joue numéro 10, il joue numéro 8. Et des numéros 8 et des numéros 10 dans le système de Yakin, il n'y en a pas vraiment. Hein. Qu'on joue en 2-1, le trident offensif ou au 3 aligné, il n'y a pas vraiment de numéro 10. Le poste central de l'attaque est occupé principalement par Brel Mbolo. Donc, voilà, c'est quand même une grande question. C'est presque un choix de luxe, en fait, où on a un joueur très talentueux qui est en train de percer, mais qui, pour l'instant, est encore un peu juste dans le système. Mais enfin, voilà, c'est difficile, comme tu l'as dit avant, Arnaud, d'enlever Xhaka et puis d'enlever aussi Freuler, qui est encore très bon hein, quand il a joué avec la Suisse. Hein, il a été extrêmement régulier, Remo Freuler. Et Remo Freuler, c'est surtout quand il n'est pas là qu'on voit son importance aussi sur le terrain. C'est souvent le signe des grands joueurs. Donc, je me dis que ne soyons pas non plus trop gourmands, trop pressés. On aura beaucoup de belles années avec Yohan Manzambi dans le futur. Et je pense qu'un axe Manzambi-Yachari, ça s'annonce pas mal quand même pour le futur de la Nati. Voilà, la question suivante, on y a déjà plus ou moins répondu un peu avant, mais peut-être tu as envie de compléter, Colin. On a un autre Tim, qui nous parle du rôle de Zakaria. Ouais, alors, comme j'ai dit un peu avant, Zakaria, c'est un joueur hybride. Il me semble que Yakin l'a déjà fait jouer en latéral. Et à mon avis, Yakin compte sur Zakaria pour soit jouer au milieu de terrain au cas où il y a une absence de Xhaka ou de Freuler, mais aussi en latéral pour remplacer Widmer ou encore en défense centrale, étant donné il peut assez bien évoluer à ces trois postes et que c'est un des joueurs dans lequel Yakin a le plus confiance quand il va falloir faire tourner. Donc pour moi, c'est ça le rôle que va avoir Zakaria sur cette Coupe du Monde. Très bien. Merci Colin. Alicia, est-ce que tu penses, ça c'est une question de Virus sur X, qui nous demandait, pensez-vous que Cédric Itten mettra cette fameuse tête clutch à la 87e contre le Portugal en huitième de finale et fera taire tout le monde sur sa sélection? Pourquoi pas? Ça serait cool pour lui, je trouve. Mais à voir quand est-ce qu'il rentre en jeu, comment, dans quel contexte. Mais ça serait cool tant qu'on gagne au final. Qui met le but, c'est un peu égal. Et non, je lui souhaite ça. Je lui souhaite qu'il réussisse et
et que cette Coupe du Monde puisse le mettre en valeur. Et puis peut-être que justement on parlait qu'il était relégué avec Düsseldorf, qu'il puisse se mettre en lumière avec un plus grand club. Et puis voilà, ça serait chouette. Ok, ouais, merci. Alors, la question suivante, je m'y perds un petit peu, excusez-moi. C'était une question qui était posée, voilà, je m'y retrouve. J'ai déjà plus ou moins répondu, hein, mais c'était ma question, non pas dans la... Qu'est-ce que vous pensez de l'inclusion de joueurs plus matures en Fastnacht et Iten, en laissant des plus jeunes en Suisse comme Atekame ou Vogt? Je l'ai dit avant, hein, Murat Yakin fait confiance à des hommes d'expérience qui ont déjà participé à des tournois. Un grand tournoi, c'est pas le moment pour lui de lancer des jeunes dans le bain directement, très clairement. Donc voilà, on verra beaucoup Zachary Atekame et Alessandro Vogt dans le futur, mais voilà, c'est assez logique, même si sur la question de la saison et du talent pur, ben voilà, est-ce que Cédric Itten et Christian Fasnacht sont supérieurs? On peut se poser la question, mais voilà, faire une sélection, c'est pas juste sélectionner tous les meilleurs joueurs. Il y a aussi toute une cohésion d'équipe qui doit s'inscrire. Les rôles doivent être complémentaires sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Donc, je trouve que dans ce sens-là, c'est pas scandaleux d'avoir donné une sélection à Christian Fasnacht et à Cédric Itten qui, plus individuellement, n'ont pas fait des mauvaises saisons. Fasnacht a quand même terminé meilleur buteur Super de League. Super League. Donc voilà, c'est pas scandaleux de prendre le meilleur buteur de Super League, je trouve. Voilà, ensuite, on en met encore une question. Oui, Yakin a laissé entendre qu'il utiliserait plusieurs systèmes de jeu dans sa dernière interview. Alors, vous pensez vraiment que Murat Yakin va alterner un peu les systèmes de jeu ou il va faire confiance son système préférentiel, Colin? Je pense pas qu'il va alterner les scènes de jeu, à part si c'est pour faire tourner dans un match où on n'a plus grand-chose à jouer. À mon avis, Murat Yakin va clairement garder ce système avec cette défense à 3 et ses latéraux qui font le travail offensif et défensif. Moi, je vois mal, dans un moment aussi crucial qu'une Coupe du Monde, Yakin arriver puis changer de système dans un deuxième match important en phase de groupe. Ouais. Et puis la dernière question qu'on a eue, elle vient de la part de Giacomo, bien un prénom et un nom bien connu du commentaire sportif Suisse Romande. Salut Giacomo, d'ailleurs, si tu nous écoutes. Il nous a demandé quel est le joueur de la Nati le plus susceptible de passer un cap sur ce mondial d'après vous. Alors là, on va peut-être faire une petite question bonus par rapport à ça, puisqu'on semble être assez d'accord sur le fait que Yohan Monzambi est le joueur qui va être le plus susceptible de passer un cap. Mais à part Monzambi, quel autre joueur peut passer un cap selon vous, messieurs, dames? Alors, moi, j'en ai un. Je pense Noah Okafor. Hein. Je suis obligé de le dire. Hein. Mais voilà, à Leeds, il faut dire ce qu'il en est. Il devient de plus en plus fort. Il a fait une deuxième saison très très bonne. Et c'est vrai que là, avec la Suisse, on reste sur notre faim, quoi, parce qu'il a eu 2 bons matchs contre l'Italie et contre la Bulgarie aux qualifications de la Coupe du Monde 2022. Et depuis ça, il n'y a eu plus rien, quoi. Il a eu des matchs, mais il n'y a pas eu... On reste sur notre fin avec lui et je pense là, il peut avoir le déclic. Et j'espère qu'il va enfin une bonne compétition internationale parce que je pense il peut vraiment beaucoup nous apporter. Il peut passer un cap, je pense. Ouais. Pour toi, Alicia? J'aurais dit aussi Okafor, mais aussi Gregor Kobel. Ça peut le mettre encore plus en lumière qu'il l'est aujourd'hui. Et puis peut-être aussi franchir ce cap de quitter Dortmund pour enfin aller dans un grand club européen, comme peut-être pas un Manchester City, mais un exemple du genre. Et c'est 2 joueurs que j'attends. Ouais. Alors pour ma part, je vais aussi citer Noah Okafor, et je l'ai dit avant, il va arriver le couteau entre les dents. Donc voilà, pour moi, il va passer un cap sur cette Coupe du Monde. Mais le numéro 1 pour moi, c'est Monzambi, hein, mais hors Monzambi, c'est Okafor. Pour moi, c'est aussi Gregor Kobel. Comme dit, c'est son premier tournoi majeur. Et c'est aussi peut-être enfin le moment pour lui de prouver que c'est un grand gardien et passer un step en quittant Dortmund pour un club qui a plus d'ambition.
Moi, je vais dire un peu différent. Je pense à Miro Mohaim qui va disputer sa première Coupe du Monde avec la Suisse. On sait qu'il sort d'une très grosse saison avec Hanovre et non Hambourg, pardon, Hambourg. Et donc pour moi, ça va peut-être être la Coupe du Monde où ça va enfin le révéler. On sait déjà qu'en Bundesliga, il est coté. Et avec cette Coupe du Monde en plus, ça va peut-être lui faire passer un cap et lui faire rejoindre un club un peu plus grand. Et sinon, j'aurais dit aussi un Okafor ou peut-être un Jachari s'il a du temps de jeu. Ça va peut-être le remettre en valeur un peu parce qu'on n'a pas trop eu cette saison au Milan à cause des blessures. Donc pour moi, ce serait ces joueurs-là. Très bien. Alors voilà, la zone libre est terminée. On va passer maintenant à la dernière rubrique. La dernière rubrique, donc, c'est la zone de vérité. Si vous êtes encore en ligne, on vous remercie. Si vous êtes encore en train de nous suivre, on vous remercie. Elle sera un petit peu plus courte que les autres. Je vais simplement poser 2 questions à chacun de mes collègues animateurs. On vous les pose aussi à vous. Vous pourrez répondre dans les commentaires. La première question à laquelle vous devrez répondre, c'est où, selon vous, la Suisse va s'arrêter dans cette Coupe du Monde. Et puis, la deuxième question, c'est qui va gagner la Coupe du Monde. Et attention, je vais être intransigeant, je ne veux qu'un nom. Alors, on va commencer peut-être par toi, Colin. Où la Suisse va s'arrêter, qui va gagner? Où la Suisse va s'arrêter, ça dépend du facteur Portugal. Donc moi, je dirais en quart s'il n'y a pas le Portugal et sinon en huitième s'il y a le Portugal, malheureusement. Mais ça fera déjà 2 matchs éliminatoires. Ça fera déjà un deuxième match éliminatoire. Et qui va gagner la Coupe du Monde? Pour moi, ça me paraît assez évident. Je dirais le Portugal qui va sûrement jouer l'Espagne dans une finale très décisive, mais où ils vont réussir à s'en sortir. Alors pour moi, la Suisse va s'arrêter en quart. Et pour moi, on va reperdre au penalty. Et autrement, pour moi, le vainqueur de la Coupe du Monde, ce sera l'Espagne. Alors, pour moi, le parcours de la Suisse, malheureusement, va s'arrêter en 8e de finale parce qu'on va confirmer notre statut de favori dans le groupe, le Portugal aussi, et on va tomber contre eux en 8e de finale et la marche sera malheureusement trop haute pour nous. Et puis, le vainqueur, pour moi, sera la France. Je les vois assez bien aller vraiment au bout du tournoi. Ils ont du top 3 mondial à chaque poste, ou presque. Les Français, donc ils arrivent à créer une cohésion d'équipe et à faire un beau départ à Didier Deschamps, et ils ont tout pour aller au bout. Alicia. Je dirais aussi que la Suisse sort en 8e de finale. Et le vainqueur de la Coupe du Monde, ce sera l'Espagne. Et Arnaud. Moi, j'ai envie d'être optimiste. Je pense que la Suisse a les cartes en main pour aller chercher un quart. Et j'ai pas envie de dire quand son parcours s'arrêtera. J'ai envie d'être optimiste et dire bon, voilà, minimum quart. Et advienne que pourra, on verra jusqu'où ils vont. Mais je pense que cette année, il y a moyen d'écrire l'histoire, comme l'a dit si bien Murat Yakin ou Granit Xhaka ou tous les joueurs. Cette année, ils veulent vraiment écrire l'histoire simplement. Et sinon, la favorite, pour moi, ça reste l'Espagne. Ils sont juste trop forts, quoi. Voilà, merci beaucoup à tous pour vos éclairages sur la situation et puis aussi vos pronostics. C'est la fin de ce premier épisode de Zone Fanatique. Mais ce n'est pas la fin de Zone Fanatique puisque nous vous proposerons des épisodes tout le long de la compétition. On continuera à vous parler de l'équipe de Suisse et du tournoi pendant que le tournoi se disputera. On aura des épisodes enregistrés en Suisse, mais on aura aussi un membre de l'équipe qui sera sur place. Il a eu la chance de voyager. Il vous proposera aussi des petits contenus directement depuis les matchs de l'équipe de Suisse. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo ou l'audio autour de vous si ça vous a plu. Et même si ça ne vous a pas plu, partagez quand même, ça fait toujours plaisir. Chers collègues animateurs, animatrices, merci à vous, c'était un plaisir. Et puis au plaisir de justement prochainement vous revoir et parler de l'équipe de Suisse pendant cette Coupe du Monde. Merci, à bientôt, bye bye. Bye bye. Ciao. Au revoir. Merci.